bon, c'est bon. Là, normalement, c'est censé marcher. Alors, tu sais que c'est marqué dans la Torah, hein. Quand Hachem a créé l'homme, c'est marqué Veipar be'apav nishmat haim. Il lui a insufflé un souffle de vie. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est marqué Vayomer Elokim naase Adam betzalmenu kedmutenu. Hachem a dit faisons un homme à notre image, selon notre modèle, si on traduit littéralement. Et Rachid là-bas, il explique, il dit les avin ou les askil, c'est-à-dire que l'homme il soit capable de les avin, de comprendre, ou les askil, de conceptualiser, d'accord, de réfléchir. C'est que quand Hachem il a décidé de créer l'homme, il a créé donc à son image, mais en quoi est-ce que l'homme il est à l'image de Dieu, d'accord? Imaginez qu'Hachem il a un nez, il a une bouche, il a des bras, il a des pieds. Non. C'est quoi Hachem il a à l'image de Dieu? Que l'homme il a à l'image de Dieu, c'est que il dit le Nefesh HaChaim de la même manière qu'Hachem, pour nous, c'est une énorme volonté, d'accord, qui se réalise à travers son intervention. De la même manière, un homme, ça n'est qu'une volonté qui se réalise à travers ses modes d'expression. Donc quand un homme il parle, quand un homme il agit, quand un homme il pense, les attitudes qu'il a, en fait, ce sont l'expression de sa volonté. De la même manière, Hachem aussi, il n'existe qu'à travers ce qu'on perçoit de lui, et ça, c'est l'expression de sa volonté. Maintenant, sur l'expression, oui, sur le mode d'expression, alors c'est marqué là-bas, Vaipar be'apav nishmat haim, Hachem, il a insufflé le souffle de vie, c'est-à-dire qu'Hachem, il a donné à l'homme la neshama. Maintenant, c'est très intéressant, cette image qui est donnée par le Zohar. Il dit parce qu'un souffleur de verre, il prend un tube en fer, si vous avez déjà été à côté de Venise, là-bas, il prend une boule de verre en fusion, il colle le tuyau à l'intérieur, et il souffle. Et en soufflant, il donne une forme au verre. Ok. Maintenant, quand il souffle, après il enlève le tuyau. Alors le Zohar, il donne cet exemple, il dit quand le souffleur de verre, il souffle dans le verre, qu'est-ce qui reste du souffleur dans le verre? Vous me suivez ou... Ça veut dire que l'ADN du souffleur, les particules élémentaires du souffleur, elles vont partir dans le souffle et elles vont s'incruster à l'intérieur du verre. Donc elles sont emprisonnées dans les molécules du verre. De la même manière, le machal, que quand Hachem a créé l'homme, Vaipar be'apav nishmat haim, il a insufflé le souffle de vie. Donc automatiquement, il y a un petit peu du souffleur, entre guillemets, d'Hachem, qui est resté à l'intérieur de l'homme. Et c'est quoi qui est resté dans l'homme d'Hachem? C'est l'âme, c'est la neshama. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est marqué qu'Hachem Vaipar nishmat haim, donc il a insufflé un souffle de vie, parce que le mot neshama, il veut dire âme, et le mot neshima, qui s'écrit de la manière, il veut dire respiration, il veut dire souffle. D'accord? Maintenant, alors le Targum sur nishmat haim, il traduit ruach memalela. Ouais, ruach memalela, ça veut dire l'esprit de parole. Donc pourquoi il a été chercher ça? D'accord? Quand le fait que l'homme soit vivant, ça veut dire qu'il a une âme. Le fait que l'homme ait des capacités intellectuelles, c'est qu'il a une âme. Le fait que l'homme il a une clairvoyance, qu'il a une capacité d'investissement, c'est qu'il a une âme. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi la symptomatique de l'âme qu'il a choisie, c'est la parole. Pourquoi il a dit que nishmat haim, d'accord, une âme de vie, c'est quoi? Traduction, parole. Comme si la parole, elle est l'expression de l'âme. Alors Rachid là-bas il explique, il dit comme ça, Av be'ema vechaya nikraim nefesh chaya. Même les animaux sauvages, ouais, ils sont appelés nefesh chaya. C'est parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire nefesh chaya? Nefesh chaya, ça veut dire être vivant. Des êtres vivants, d'accord? Donc tous les animaux, les mammifères, à 4 pattes, à 2 pattes, vous en croyez beaucoup, croisés, ouais. Il dit Arzo chaya shebekulan. Mais c'est la plus vivante de toutes, c'est-à-dire l'homme. Pourquoi? Sheni tosef bo dea vedibour, parce qu'on lui a rajouté la dea et le dibour. La dea, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Et le dibour, c'est la parole. Maintenant, c'est vrai, c'est intéressant au niveau observation zoologique, que finalement, le seul mammifère qui a la parole, c'est l'homme. Non, il faut y penser, parce que si à l'école, vos enfants, ils apprennent qu'on est descendants des singes, et qu'on s'est mis debout, et qu'avant, on était des poissons, ouais. Donc, quand vous allez dire, alors, pourquoi les poissons, ils ne parlent pas? Pourquoi les dauphins, ils ne parlent pas? Ben, ils disent qu'ils ont un langage, ouais. Pourquoi la parole, elle est que chez l'homme? Alors, il dit, le Rachid, il t'explique qu'en fait, la parole, c'est le signifiant de l'homme. C'est le signe de l'homme. Oui, mais alors pourquoi Rachid il a dit, puisqu'on a dit Ruach Memalela,
que Nishmat Haïm, ça veut dire l'esprit de parole. Pourquoi Rachid a dit qu'on lui a rajouté la DA et le Dibour? Enfin, dire qu'on lui a juste rajouté la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie l'homme des autres animaux? Ouais, c'est qu'il a la parole. Non, on a dit DA, Védibour. Maintenant, la DA, ça c'est un sujet redondant dans le cours de Ben Chetrit, pour ceux qui assistent régulièrement, que la DA, c'est le Da'at. Ouais, le Da'at, c'est un mot qui est très très dur à traduire et encore plus à acquérir. Parce que le Da'at, en fait, c'est la maturité, c'est la conscience, c'est la volonté, c'est la connaissance, c'est le rapport à la réalité. Il y a trop. Ouais, il faudrait faire une série d'1 an de conférences sur le Da'at, mais après j'ai peur que les gens y fatiguent. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la DA, c'est l'intériorité de l'être. C'est en ça qu'il est défini en tant que bar da'at. Quand on dit de quelqu'un qu'il est mature, on dit qu'il est bar da'at. Quand on dit qu'il est adulte, il est ben da'at. Maintenant, quand quelqu'un il est conscient, on dit qu'il a du da'at. Quand quelqu'un fait une avéra, une faute, on dit qu'il a un essiyah da'at, c'est-à-dire qu'il a une perte de conscience. D'accord? C'est ce qu'on appelle un inconscient. Quelqu'un qui est inconscient, oui, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans le coma, c'est quelqu'un qui n'est pas en rapport, c'est-à-dire qui n'a pas établi un arc électrique intense entre lui et la réalité. Maintenant qu'il soit inconscient, parce qu'il est un peu fatigué, parce qu'il a la tête ailleurs, parce qu'il rêve, parce qu'il est très soucieux en ce moment, parce qu'il est très introverti, parce qu'il est presque autiste, tellement il est entièrement enfermé sur son intériorité, dans tous ces cas de figure, il n'est pas en lien avec l'extérieur. Donc il n'est pas conscient. Ça va? D'accord. Donc maintenant, donc si vous comprenez que à l'intérieur, il doit y avoir la DA, alors ici le Rashi dit que le pendant de la DA, donc de cette maturité, de cette conscience, de cette volonté, de cette connaissance, parce qu'il ne peut pas y avoir de conscience sans connaissance, parce que vous avez conscience de quoi? De ce que vous savez. D'accord? Quand vous voyez quelque chose, pourquoi vous le reconnaissez? Parce que vous avez une connaissance. Quand vous percevez un phénomène, pourquoi vous le reconnaissez? Parce que vous avez une connaissance. Quand vous traduisez une réalité, quand vous synthétisez un principe, quand vous percevez l'intériorité des choses, c'est parce que ça fait référence à une connaissance. Même les rêves, ils sont référents à la connaissance. On ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Si vous allez dire, mais on rêve des choses qu'on n'a jamais vues. Mais non, tu fais des combinaisons de choses que tu as vues pour fabriquer une histoire que tu n'as jamais vue. Donc quand tu rêves d'un éléphant rose, tu as déjà vu un éléphant et tu as déjà vu la couleur rose. C'est seulement que ton esprit, il peut mélanger le rose et l'éléphant. Mais tu ne vas pas rêver d'un truc que tu n'as jamais vu. Maintenant, si vous dites qu'on ne rêve que de choses qu'on a vues, donc peut-être qu'on ne voit que ce qu'on rêve. Ouh, ah ben oui, c'est ça le défaut du cerveau, c'est qu'il fonctionne. Ça veut dire que si je dis que quand je dors, mon cerveau fabrique des images à partir de ce que j'ai vu, d'accord? Alors qui t'a dit que ce que tu vois n'est pas aussi refabriqué par ton cerveau sous la forme d'une image imaginée dans ta tête? Ce qu'on appelle en français, au fond, tu vois ce que tu veux voir. Tu dis, mais je vois ce que je vois. Non. Tu vois, tu vois que des qualités au gars. Mais toutes tes copines, elles disent, attention, c'est un tordu, c'est un malaise, c'est un balade, un tordu, c'est un méchant. Et toi, tu dis, non, parce que vous êtes jalouse. Et un jour, tu te réveilles, tu sors dans ton combat, tu dis, attends, mais comment il a pu me mentir à ce point? Mais il t'a pas menti, il t'a juste dit ce que tu voulais entendre. Tu voulais entendre je t'aime, tu voulais entendre t'es une fille super, tu voulais entendre de toute façon t'es déjà ma femme, bientôt la mère de mes enfants. Et c'est là que vous avez mis les choses à plat et que vous avez superposé les arguments. Mais où est la choupa? Où est la carte de mariage? Où est la visite chez les parents? Ou alors que dalle de rien? Tout est référencé sur tminik.fr. Ouais. Mais si tu avais dit je lâche rien, tout, rien. Tu touches même pas la marchandise, enlève tes mains. Qu'est-ce que tu crois, que je suis humanoïde ou quoi? Ben vous auriez vu qu'en fin de compte, vous n'avez fait que rêver. Pourtant, tu dis, mais j'ai vu cette conviction, j'ai entendu cette force, j'ai senti, c'est son amour. Bien sûr que tu l'as senti. Il a même touché. Ouais. Non. Donc c'est une grosse question maintenant. C'est une grosse question, bien que ce n'est pas le sujet, mais c'est pas grave, là je suis parti dans un délire. Ouais. C'est est-ce que tu vas, en fin de compte, est-ce que tu vois
Est-ce que tu rêves de ce que tu as vu ou est-ce que tu vois ce dont tu rêves? C'est-à-dire que le cerveau, il a une telle capacité d'imagination qu'il peut fabriquer l'image que tu es en train de voir. La preuve, le contraire. C'est que quand tu n'aimes pas quelqu'un, il a beau faire des efforts et tu le vois noir. Même tu n'as pas besoin d'être parano ou psychorigide. Ouais, mais dans ta tête, tu veux pas. Donc tu vas ramasser tous les éléments qui vont te permettre de fabriquer une image noire de la personne. Et tu vois noir, tu vois, il ment, il triche, il truc. Donc en vérité, non, chaque chose, elle a une justification, chaque chose, elle a une explication. Mais toi, non. Alors comme ça, tu s'est enfermé dans l'obscurité de son amour, ouais, parce qu'on dit l'amour est aveugle, pour rester poli, d'accord? Donc, il va dire, l'autre, il s'est enfermé dans l'obscurité de sa haine, ou l'autre de sa peur, ou l'autre de son manque de respect de lui-même. Donc ça fait des voiles qui fabriquent une autre image. Maintenant, comment tu peux sortir, parce qu'il faut quand même que je revienne au thème, ouais. Donc comment tu peux sortir de ce rêve-là? La parole. Oui, pourquoi? Parce que le pendant de la DA, c'est la parole. Donc à l'intérieur, il y a la DA, à l'extérieur, la parole. Donc normalement, chez les gens normaux, je sais que ça a l'air un peu redondant, mais comme c'est quand même un phénomène assez rare, donc on est obligé d'en parler, ouais, c'est que les gens en général, quand ils parlent, ouais, c'est eux qui parlent. Par exemple, il y a un jour de la semaine qui devient fondamentalement important pour les gens qui s'expriment, c'est jeudi. Non, mercredi, ça ne marche pas. Mais jeudi, ça marche. Ouais. Donc quand tu dis je dis, c'est toi. Normalement. Ça va? Encore une fois, ça a l'air lourd, mais il y a beaucoup de gens, et après ils disent, je rigolais. C'est parce que je voulais dire. Ça m'a échappé. C'est pas exactement comme ça que je voulais l'exprimer. Donc il faut apprendre. C'est un processus. C'est un apprentissage, c'est presque une thérapie, ouais, de faire que ta parole, elle soit l'expression de ta pensée. C'est pour ça que le plus débile du monde, c'est le plus simple, c'est je dis ce que je pense. C'est le plus simple. Ben, je pense, c'est le jeu à l'intérieur qui pense, et le je dis, c'est le jeu à l'extérieur qui dit. Maintenant, quand je dis ce que je pense, ça s'appelle en français la linéarité existentielle. Mais c'est déjà toute une problématique. Bah oui, parce que pour dire ce que tu penses, il faut d'abord que tu saches ce que tu penses, et ensuite, il faut que tu penses ce que tu penses. Je sais, j'en ai beaucoup parlé, mais j'en reparle. Tant pis pour vous, c'est des choses que vous devez entendre avant de mourir. Je sais. C'est qu'en fait, on met des années à penser ce qu'on pense. Parce que les gens pensent que la pensée, c'est une activité neuronale. D'accord ? Comme là, par exemple, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Ou alors, vous dormez avec les yeux ouverts, mais ça, c'est... Ouais. Maintenant, quand vous pensez à ce que je dis, ça ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. C'est que vous pensez à ce que je dis. Maintenant, quand vous pensez quelque chose, ça veut dire que c'est une chose qui a été conçue, qui a été vécue, qui a été intégrée et qui fait partie de vos convictions et de votre mode de vie. Ça s'appelle « je pense ». Donc quand je dis « je t'aime », ça veut dire je sais que je t'aime. Je pense que je t'aime, je ressens que je t'aime, je suis investi dans ton amour. Mais si je dis « bien sûr que je t'aime »,« bien sûr, bon ok je t'insulte, je te frappe », mais c'est rien ça, c'est parce que tu m'énerves. Mais sinon je t'adore. Peut-être que tu m'aimes pas, d'accord? Je fais tes chouvas. Je fais tes chouvas. Après tu dis « ah mais le Shabbat il est trop long, la sniout c'est compliqué, se couvrir la tête, j'arrive pas, ça me donne des boutons ». Alors dis « je fais pas tes chouvas, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, rien n'est grave dans la vie. C'est vrai au fond, de toute façon, on va tous mourir. » D'accord? Donc, rien n'est grave. Ce qui est important, c'est de vivre ce qu'on vit. C'est très, très important. Moi, ça m'a pris personnellement des années de travail pour ne pas faire de discours. Parce que quand vous faites un discours, ça veut dire qu'il y a un discours et vous. Vous me suivez ou non? Mais il faut trouver ce qu'on appelle la communication laser. C'est-à-dire que ça part de là et ça arrive là avec la même intensité. Il n'y a aucune perte. Mais si tu es dans une logique de dire ce que tu dois dire, de dire ce que tu penses devoir dire, de dire ce qui fait plaisir à être entendu, ça y est, tu es tombé dans la logique du discours.
très dangereux parce que la distance entre toi et le discours, elle fait que tu ne dis pas ce que tu penses. D'accord? Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc tu ne dis pas ce que tu es. Et quand tu ne dis pas ce que tu es, eh bien bizarrement, les gens, ils n'arrivent pas à s'attacher à ce que tu es. Ils ne comprennent pas, au fond, ce que tu es. Et ils ne ressemblent pas à ce que tu voudrais qu'ils soient. Puisqu'ils font comme toi, ils font semblant. Bon, je sais que c'est complètement débile parce qu'on dit de manière très très compliquée un principe qui s'appelle la sincérité. Eh bien, c'est pas simple, la sincérité. La spontanéité. Ouh, combien d'années de thérapie pour arriver à la spontanéité. D'accord? Comme tu ressens les choses, tu parles. En fait, ce qu'on dit, c'est d'être normal, quoi. Mais même ça devient maintenant la médaille du mérite de la ville de Paris. Ouais. Pourquoi? Parce que d'être normal, ça veut dire qu'il y a une impulsion à l'intérieur. Cette impulsion, elle est reformulée sous forme d'idées dans le cerveau. Ensuite, tu vas aller piocher dans ton réservoir de mots les mots qui correspondent. Ensuite, tu vas les syntaxer pour qu'ils puissent être accessibles mentalement à n'importe qui. Et ensuite, tu vas les vocaliser pour qu'elles arrivent à l'extérieur. Maintenant, si tu as réussi à passer les 4 étapes, d'accord, c'est-à-dire impulsion, réflexion, vocalisation, formation du texte et vocalisation, à ce moment-là, l'autre, il va entendre ce que tu penses. Maintenant, il y a tellement de gens, déjà, qui ont du mal à conceptualiser ce qu'ils ressentent. Après, des gens qui ont du mal à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils ont conceptualisé. Et après, qui n'ont pas la facilité buccale d'expression de ce qu'ils ont conceptualisé. Ils ont du mal. Parce que ce n'est pas évident, il faut beaucoup de vocabulaire, et puis il faut beaucoup d'exercices, et puis il faut une fluidité. Il faut une fluidité pour parler. Il y a beaucoup de gens, par exemple, après la discussion, quand l'autre il est parti, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Tu vois, tu as juste un décalage. C'est-à-dire que la bande son et la bande image n'est pas la même vitesse chez toi. Déjà, dans un film, quand c'est mal synchronisé, vous dites « Oh, c'est bizarre. » Tu vois, il est comme ça, mec, et tu entends une voix. Puis après, il fait « Et tu n'entends rien. » Tu dis « Mais attends, mais il y a un problème au montage. » Mais c'est rien, ça, le montage du film par rapport au montage de la vie. Je me suis dit, mais non, tu te fais engueuler, tu t'étouffes comme ça. Et après, quand il s'en va, ouais, tu te fais déchirer au travail, après t'engueules les enfants. Tu dis, écoute, mon amour, t'es décalé, là. Le mec qui te déchire au travail, déchire-le au travail. Qu'est-ce que tu viens nous déchirer à nous? Ouais. C'est un problème. C'est-à-dire que tu vois que le mot qui aurait dû être dit n'a pas été dit. C'est-à-dire que c'est difficile d'atteindre ce qu'on appelle l'expression laser. C'est vrai que les chaînes hi-fi de très très bonne qualité, les amplis à lampe, vous avez déjà vu ça? Ça vous dit rien? Ouais, sortez un petit peu. Toujours la Torah. Orthodoxe. Ouais. Moi, je ne connais rien. Mais j'avais un copain, un fou, un malade, qui achetait comme ça des amplis à lampe. C'est des vieux trucs énormes, mais c'est la qualité du son, genre top de chez top. Ouais. Parce que nous, on est dans Boss et Marantz, c'est tout ça, mais ça, c'est du grand public. Mais les gens qui sont spécialistes. Alors, c'est intéressant que quoi? Que tu dis, mais je comprends pas, on est en train de faire quoi, là? On est en train de reproduire le son. Mais ta cage thoracique, c'est un amplificateur. Ton cerveau, c'est l'électronique qui gère. Et ton laser, c'est quoi? Le laser qui va capter le son pour le retransmettre électroniquement pour arriver aux enceintes. Qui n'en finissent pas de leur grossesse, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle a réussi la communication laser. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. Le gars, il est tranquille sur la plage, il est bien. Il fait beau, il fait chaud, il n'y a personne. Et son dos, il est bien chaud parce que ça fait 1 heure qu'il se fait griller au soleil, donc il a le soleil dans le dos. Et il y a un gars qui vient par derrière, très discrètement, sans aucun bruit, qui écarte bien ses 5 doigts, à la limite pour en faire une espèce de rémanta, d'accord, et il lui met une baffe avec le plat de la main dans le dos. Le mec ne s'y attend pas, il pousse un cri. Ouah, et c'est normal, le mec il a le dos brûlé, à peine il supporte qu'on l'effleure, et toi tu lui mets une baffe. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce cri? C'est quoi ce cri? Ce cri, c'est l'expression, extérieur, exister, ouais, expression totale de ce qu'il veut dire. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, mais t'es un malade de me taper dans le dos alors que j'ai tout le dos brûlé au soleil. Oui. Ça s'appelle l'expression laser.
Parce que tu n'as pas le temps de jouer un rôle, tu n'as pas le temps de te mettre en situation, tu n'as pas le temps de dire qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce qui serait bien que je dise, qu'est-ce qui sera entendu, tu n'as pas le temps. Tu as très mal et tu cries. Donc le cri est l'expression laser. La preuve, ça c'est un phénomène, j'en ai parlé avec des psychologues, avec des neurologues, avec des plombiers. Comment ça se fait que toutes les mamans, et les papas aussi, qui sont consciencieux, comprennent le pleur de leur bébé? Un bébé, il est né. Il a 15 jours, il pleure. Maintenant, pourquoi dans ce pleur, t'entends, il a faim, il est sale, il a fini sa nuit, il fait du tminique. Comment, chaque pleur, tu reconnais, mais l'enfant, il parle pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du discours de la méthode, du célèbre joueur de poker? Comment il s'appelait déjà? Descartes. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Oui. J'ai à peu près 22 000 blagues d'avance. C'est même pas la peine d'essayer d'imaginer la prochaine. De toute façon, même moi, je suis pris au dépourvu pour vous dire. Les gens ils me disent, mais Rav, les blagues, vous les calculez? Tout ça, je dis non. C'est génétique, c'est naturel. Donc c'est quoi l'idée? Non, c'est pas que la blague elle est bonne, c'est qu'elle vient au bon moment. Parce que de trouver la bonne blague après, c'est juste lourd. D'accord? Maintenant, de quoi je parlais? Oui, donc ça veut dire que quand l'enfant pleure, en fait, l'enfant, il n'est pas dans le discours, il n'est pas dans la mise en scène. Enfin, sauf les enfants très précoces, ouais. Mais l'enfant, il va exprimer sa douleur. Maintenant, il est sale, il a une couche pleine, il a un certain pleur. Il a faim, il a un certain pleur. Il s'en fiche que tu mets du temps, que le lait, il n'est pas prêt, qu'il est 3 heures du matin. Il a faim, il fait... Tu dis, mais attends, mais tu vois pas que c'est pas le moment, tu vois pas que je suis fatigué, tu vois pas que tu m'as fait le coup il y a 1 heure. Il s'en fiche. C'est ça un mari. Oh là là. Excusez-moi. Ça m'a échappé, mais c'est si proche de la réalité. D'accord? Ah, quand il a faim, on sent qu'il revient en enfance. D'accord? Mais c'est ça l'idée. On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Mais l'idée c'est quoi? C'est que l'enfant, en fait, il a exprimé. Et la preuve, c'est que la maman et le papa, ils comprennent le cri de l'enfant. Mais pour moi, c'est un phénomène. Vous me suivez ou... Je sais, vous allez dire, bon, écoutez, je sais pas, c'est l'intuition maternelle, c'est l'instinct maternel, c'est la compréhension intrinsèque, c'est, je sais pas moi, c'est la captation des vibrations émises. Trouve une lourdeur pour dire des mots. Mais il y a quand même un mode d'expression pur. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, il faudrait qu'on réussisse à prier comme l'enfant pleure. Comme si vous ou non. Que ce soit vraiment une expression laser. C'est-à-dire qu'entre la douleur de l'enfant, d'avoir faim ou d'avoir une couche sale, et son mode d'expression, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas... Normalement. Comme si vous ou non. Voilà. Donc maintenant, après, le problème, c'est que ça se perd. Parce qu'on développe l'intelligence, on développe l'hypocrisie, on développe la perception du regard de l'autre, le complexe, le manque de confiance en soi, le manque de vocabulaire, le manque de... Ça en fait des écrans et des écueils et des obstacles à la communication. C'est vrai que des fois, des gens, ils n'ont pas confiance en eux. Tu dis, va faire un cours de théâtre. Emmenez votre fils faire un petit cours de théâtre. Ah ben, il va devenir un acteur. Oh, la comédia de la vie, ouais. Mais il va s'habituer à parler en public, il va se tenir droit, il va articuler. Il y a des gens qui n'articulent pas. Tu comprends rien ce qu'ils racontent. Ce qui peut être intéressant. Une fois, j'étais dans le train et j'étais dans le train, je ne sais pas où, en quel pays, et je devais mettre les téphilines, c'était l'heure. Et j'ai dit, comment je vais faire? C'était les trains, compartiments, si vous vous rappelez à l'époque. Vous savez, les trucs en bois, là. Ouais. Bon, vous n'étiez pas né, mais bon, c'est vieux. Et je ne sais pas où c'était, en Autriche ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, si je commence à rentrer dans le mec, d'abord je cherchais un compartiment vide, j'en ai pas trouvé pour prier. J'ai trouvé un avec un gars dedans. J'ai dit, si je commence à lui dire, vous comprenez, religieux, nanana. Le mec, il va me dire, monsieur, allez vous faire voir, trouvez une synagogue, on est en France, Hitler n'a pas fini. Donc, je ne sais pas qui va me sortir. Non, c'est vrai, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, comme ça. Le mec, il m'a regardé. Je dis bonjour. Alors, j'ai dit, est-ce que c'est pas une religion? Est-ce que ça vous dérange? Bon, en fait, il n'a pas compris ce que j'ai dit, le gars. Il m'a dit, bien sûr. Il voit un mec qui présente bien. Et moi, je sors la grande voile.
le talit gadol. Je sors l'été fini, je vois, il fait vidéo, il sait qu'il va mourir. Il se dit, bon, il a opté pour la pendaison. D'accord. Et je fais ma prière. Mais je dis, ça sert à rien, si je lui explique. Ouais. Le gars, il va pas, il risque de me dire non. Alors que là, il a déjà dit oui. Vous me suivez ou... D'accord. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée... L'idée, c'est que dans l'expression, en fin de compte, le manque de clarté, des fois, ça peut être aussi un outil. Un jour, j'ai téléphoné à quelqu'un, je dis, voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? Le mec, il m'a dit, désolé, je peux pas. Alors, je lui ai répondu, que Dieu te bénisse autant que tu m'as aidé. Maintenant, le mec, il m'a dit, amen. Ça veut dire, ils disent pas les textos, les gens. Il dit, ouais, il croit que... Au fond, ils disent pas, ils entendent pas. Je sais même pas s'ils vivent. Je sais pas, ils sont là, comme ça, ouais. Des plantes, ouais. Non, la personne, elle parle, ouais. Ça veut dire qu'elle exprime. Maintenant, pour exprimer, encore une fois, c'est tout un protocole d'accompagnement d'une idée vers une expression. Ça va? Maintenant, ne t'étonne pas que les gens ne te comprennent pas ou ne t'entendent pas ou ne sont pas intéressés par ce que tu dis, parce que ta parole ne contient pas les éléments pour arriver à finalisation. Par exemple, un truc débile, c'est que pour intéresser, il faut être intéressant. Ouais. Et pour être intéressant, il faut être intéressé. Maintenant, si tu n'es pas intéressé toi-même à ce que tu dis, comment l'autre va trouver ça intéressant? Maintenant, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi un truc est intéressant? Alors les gens, ils croient que le sujet est intéressant. En vérité, non. C'est que la personne intéressée rend intéressant. En fait, c'est le niveau de conviction que tu mets à l'intérieur de ce que tu exprimes en tant que quelque chose que tu vis. C'est pour ça que quand un ingénieur chimiste, il va vous expliquer pourquoi la couleur elle est rouge, s'il est passionné, c'est intéressant. Tu me dis, j'en ai rien à... Non, c'est intéressant. Si on te dit qu'un mec qui va t'expliquer comment un pont, comment ils arrivent à faire ces ponts-là, vous savez, ces ponts qui tiennent avec des câbles. Tu dis, moi, je veux que ça à faire, moi, je passe dessus, je roule de... Non, mais l'idée en soi, c'est marrant. Tu as un truc, tu as un précipice, d'accord, qui fait, je sais pas moi, 1200 mètres, ouais, et tu as un poteau au milieu, et il y a 400 mètres de délimilation. Tu peux me dire comment ils ont fait un pont? Tu dis, mais je veux pas que ça à faire. Attends, je suis en train de lire Closer, tu crois que j'ai des choses à penser, moi? Je suis traumatisé parce que Brad, finalement, il a décidé de se marier. Je crois que j'ai le temps, moi, de penser à comment il tient le pont. Exactement. Je vois que vous êtes suspendu au pont de ma parole. D'accord. Mais c'est ça l'idée. Je rêve ou elle continue? Non, mais c'est pas prévu l'option dialogue. Excusez-moi, je viens d'arriver. D'accord. Donc, détendez-vous. Le pire est à venir. Non, il y a une seule vedette ici. Hein. Alors... Non, c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup que c'est un cours particulier. Donc, je rigole. Mais c'est la vérité. Donc quand la personne... De quoi je parlais, moi? Je suis à maison informelle. Voilà. C'est-à-dire que l'intérêt, en vérité, c'est le niveau de conviction que tu mets à l'intérieur. C'est comme si c'est comme un plat. Par exemple, tu fais un plat. Il y a des gens qui cuisinent. Ils cuisinent. Mais il y a des gens qui cuisinent. Maintenant, tu sens quand quelqu'un il a cuisiné avec son cœur ou quelqu'un il a cuisiné avec ses pieds. Je ne l'ai pas dit. D'accord? Ouais. Bah, tu dis, c'est bon. Et, par exemple, c'est très rare d'aller chez un traiteur et que le traiteur, tu dis, ah, c'est comme à la maison. C'est très rare. Pourquoi? Parce que le mec, il se débarrasse. Toi, tu fais une salade cuite, Le mec, il a fait 72 kilos de salade cuite. Il n'en peut plus de la salade cuite. Elle lui sort par les yeux la salade cuite. Donc, en fait, il a rajouté une épice qui s'appelle le dégoût. Donc, elle est dégueu. Elle est insipide. Je sais pas, c'est des tomates. Qu'est-ce que t'as mis dedans? L'autre, il a mis son cœur. Ouais, il est resté au-dessus, comme ça. Une femme, j'avais mangé une fois salade cuite au Canada. La dame, elle m'a dit, on l'a fait cuire 5 heures. Je dis 5 heures, restant comme ça. Attends, c'est plus une salade cuite, c'est un livre de prière. Pourvu qu'elle réussisse la salade cuite. D'accord? Donc si déjà on peut incruster à l'intérieur des molécules
de la nourriture, la conviction que ça soit bon parce qu'on veut faire plaisir. Alors on ne peut pas incruster à l'intérieur des ondes de la parole la conviction que ce qu'on va dire c'est intéressant. Puisque l'intérêt c'est juste une épice. Et on le dit. Et bien ça a épicé ton discours. Tu as rajouté des... Tu vois, ça a donné... Voilà. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais dire quelque chose à quelqu'un, je vais parler à un enfant, je vais parler à quelqu'un que j'aime, je vais parler à un ennemi, ou je vais parler avec un mépris, je vais saupoudrer d'éléments qui vont se retrouver dans mon discours. C'est comme ça. C'est pour ça que les gens ils écoutent, ils disent que je me sens pas bien là. Tu m'angoisses. Au contraire, tu me rassures. Tu vois, ça me fait plaisir de t'écouter. Ou je sens avec une pêche incroyable. Ou alors j'ai envie de mourir. Je sais pas, j'ai envie de mourir. T'as lu une recette de cuisine. On dirait la liste de Schindler. Je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on exprime ce qu'on est avant d'exprimer ce qu'on a. Donc il faut faire attention à ce qu'on est. Ça va? Voilà. Maintenant, ce qu'on est, c'est la DA. Ce qu'on dit, c'est le dibour. Donc il y a un parallèle entre ce que tu es et ce que tu dis. Maintenant, plus tu vas améliorer ce que tu es, plus ton discours, il devient riche. C'est pour ça qu'il y a des gens très profonds qui disent peu de mots. Et tu réfléchis, tu dis, mais attends, le gars, il m'a changé ma vie. Il m'a changé ma vie. 3 mots. Ou le contraire. Il parle, avoir dépôt d'échappement. Et t'attends. Tu dis, mais quand est-ce qu'il va dire quelque chose? Tu sais que ça a l'air bizarre pour vous, parce que je peux on ne peut pas parler 2 heures sans rien dire. On dit en français parler pour ne rien dire. Vous connaissez cette phrase? Oui, mais ça existe. Oui, non? Moi, je me suis beaucoup entraîné quand j'étais jeune à parler pour ne rien dire. Ben oui, parce que c'est la seule manière de voir si ensuite tu peux parler pour dire. Ça vous n'êtes pas convaincu? Alors, je vais vous faire une expérience en temps réel, parce qu'on n'est pas nombreux. Alors, nous allons ensemble essayer, dans la mesure du possible, de mettre en place ce qui pourrait correspondre à un espace de communication, bien sûr dans l'ultime conviction profonde et réciproque que les éléments qui se mettront en place permettront ce pont véhiculant l'expression d'une chose qui sera interprétée, acceptée, comprise, juste dans l'esprit possible ou volontaire de chacun de créer cet élément-là, qui en soi lui-même n'a aucun sens, si ce n'est le fait de faire assez de bruit avec une harmonie syntaxique qui vous permet de croire ou d'imaginer que ce que je dis a une valeur, alors qu'en fait, j'ai rien dit. Ça s'appelle un silence bruyant. Maintenant, celui qui sait ne rien dire avec brio, il peut dire beaucoup avec peu de mots. Je ne peux pas le répéter, ça. Vous me suivez ou... D'accord? Voilà. Ce n'est pas pour vous faire une démonstration de... C'est pour vous dire que c'est comme ça. Donc quand ensuite tu vas dire des sentiments à ton amoureux, ou tu vas dire ce que tu ressens à un enfant, ou tu vas te conseiller à un ami qui est mal, ou tu vas essayer de consoler un endeuillé, fais attention que ce que tu vas dire, c'est vraiment ce que tu es. Parce que quand tu joues un rôle, l'endeuillé, tu dis, tu peux te taire s'il te plaît. Non mais moi je comprends, c'est ta mère, tu sais ce que c'est une maman, on retrouve jamais une maman, la perte d'une maman, mais fais-moi plaisir. Reste tais-toi, et moi je te donne le bénéfice du doute comme si tu m'as dit un truc intelligent, puisque déjà par solidarité t'es venu. Mais quand t'as parlé, j'ai compris que t'étais venu pour jouer un rôle. Et ça c'est mauvais. Pourquoi? Parce que déjà d'imaginer que quand tu auras fini de parler, j'aurai moins de peine d'avoir perdu ma mère qu'avant que tu parles. Déjà rien que ce khalom-là, cette illusion-là, déjà elle est dangereuse. Parce que le mec après en sortant, il dit « En tout cas, je lui ai bien parlé, hein. Je sens que ça lui a fait du bien. » Mais quoi, tu crois que tes 3 mots, ils doivent remplacer une maman? Comme s'il veut ou non? Donc, toi, tu pars d'une pensée très, très profonde, tu parles d'un sentiment très, très profond de peine, et que tu penses à la maman, et tu penses à la perte de la maman, et tu penses à la souffrance de la perte de la maman, et tu ouvres ta bouche. Et ça va sortir des mots. Mais même toi, tu dis, je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous me suivez? Voilà. Mais normalement, c'est pareil. Moi, mon fils,
Moi, je l'aime, je l'adore. Et c'est le but de ma vie. Et j'investis tout pour lui. Je veux qu'il réussisse et tout. Mais il m'a beaucoup, beaucoup déçu. Maintenant, il a fait une très grosse bêtise. Et vraiment, si c'était le fils du voisin, j'aurais espéré sa mort. Mais c'est mon fils. Alors, comment je vais faire? Je vais le détruire, je vais l'insulter, je vais le pourrir, je vais me défouler, je vais avoir le même âge que lui, je vais lui dire ouais, tu m'as dit si. Comment je vais faire pour avaler ma ramma et la transformer en combustible d'amour? Comment je vais faire ça? Il va falloir l'épuiser très très loin, jusqu'à l'accouchement. Vous me suivez ou... Bien qu'il a 37 ans. Donc ça fait quand même une grossesse très longue. Et là, il va entendre quelque chose qui va faire comme ça, qui va faire toum. Il va dire ah, il m'a pas engueulé, ah, il m'a pas insulté, ah, il m'a pas maudit, ah, il m'a pas pourri. Il m'a dit son amour alors qu'en fait, je méritais des insultes. Et moi, j'attendais des insultes. Parce que comme j'ai fait une bêtise en suivant mon Yetzerara, donc j'attendais d'entendre des insultes pour alimenter encore ma haine. Comme ça, je vais continuer à rester brêle. Et lui, il m'a désarçonné, puisqu'il m'a dit des paroles d'amour alors que moi, je m'attendais à des reproches. Vous savez que la seule manière de retrouver la bonne personne, c'est de déstabiliser la mauvaise. Mais quand tu nourris la mauvaise, elle se sent de mieux en mieux. Elle dit, bah tu vois, mon psy m'a bien expliqué. Mais lui, il est obligé. Comment tu vas revenir s'il ne va pas dans ton sens? C'est évident la remise en cause. Ouais. C'est dur de garder les clients quand on les fracasse. Comme les élèves d'ailleurs. J'ai dû trop fracasser. Ouais. Mais j'exagère. C'est Facebook. Alors, cette idée, vous avez compris maintenant, c'est qu'il ne faut jamais séparer la pensée de la parole. Très, très dangereux. Parce que soit tu as un discours qui est indépendant de la pensée, on dit en français, tu dis vraiment n'importe quoi, ouais. Soit tu as une pensée qui est séparée du discours, et on dit, mais tu ne dis pas ce que tu penses. Donc, il faut que la parole et la pensée soient ensemble. Et c'est en ça que s'est défini l'homme. Vous avez compris ou... Non, je ne crois pas. Non, ça veut dire que tous les gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, ils ne rentrent pas dans la catégorie des humains. Parce que le pot d'échappement, il s'exprime. Écoutez-le. Il s'exprime en plus de manière régulière. Tu l'entends? Écoute-le. Écoute-le. Ça s'appelle un pot d'échappement. Ça s'appelle une conversation d'ascenseur. Comment ça va? Il pleut? Écoutez, j'en sais rien, je suis dans l'ascenseur. Ah oui, excusez-moi. Oui. Oh, quel temps pourri. Et vous, ça va? Alors, il paraît qu'ils vont faire des travaux dans l'immeuble. Tous ces discours qui servent à rien, juste parce que tu as l'impression que de rien dire, c'est ne pas exister. Tu peux ne rien dire. C'est pas grave. Même dans une rencontre, même dans un mariage, des fois, il y a des moments, il y a des silences qui font partie du discours. Ah, on a déjà mangé. Pizza. La logique, c'est quoi? De quoi je parlais? Ah oui. D'ailleurs, il y avait un rave très très fort, qui s'appelait Rav Moshe Shapira, Zichron Libracha. J'ai écouté quelques cours à lui, très 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 puissant, vraiment très puissant. Moi, je suis France Inter à côté de lui. Ouais. Et il y avait des silences dans ses cours. Et un jour, il y a un Brel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, Rav, c'est tellement long, j'ai pris le fichier audio, j'ai enlevé tous les blancs. Et le gars, il a rien compris. Parce que le silence, il fait partie de la maturation de la pensée. C'est-à-dire que pour que tu passes à l'étape 3, il fallait que tu passes par l'étape 2. Mais moi, j'ai dit la 1, et avant de dire la 3, j'ai laissé un silence. Et le silence, c'est la maturation que tu as fait pour pouvoir entendre le 3. Donc le 2, c'est le silence. Comme dans une recette. Tu dis, j'attends que les blancs ils prennent, après je mets le chocolat. Tu dis, à quoi ça sert? Il y a des jaunes d'œufs, il y a du blanc d'œuf, et je mets le chocolat. Et après je bats. Eh ben, ça ne marche pas. Tu dis, mais c'est pareil, de toute façon, avant, après. Non. Si tu bats les œufs, ils deviennent un blanc d'œuf, une meringue, et tu mets du chocolat, tu mélanges, et ça devient une meringue au chocolat. Tu dis, j'arrive pas. Je suis pressé, j'arrive pas. Eh ben c'est pareil, tu mets la charrue avant les bœufs, tu parles trop vite, tu dis les choses parce que ça vient. Les gens, comme tu es en train de parler à quelqu'un, attends, il faut que je te dise un truc parce que j'ai peur d'oublier. Mais si tu l'oublies, c'est que c'est pas important. Ah mais moi il faut que ça vienne, il faut que ça sorte. Ah tu te confonds parler et rôter. Et même le rot, tu le retiens.
quand c'est des gens que tu apprécies. D'accord? Pourtant, c'est un mode d'expression, puisque grâce à ça, on sait ce que tu as mangé juste avant. C'est pas grave. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Aïe, 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 vous allez dire. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que maintenant, on a compris que la parole, elle devient le moyen d'expression. Bon, je sais que vous n'êtes pas venu 3/4 d'heure pour dire que la parole, c'est un mode d'expression. Non. En fait, ce que je vous ai dit maintenant, c'est que quand j'ai construit ma pensée, j'ai construit ma parole. Donc ma parole, elle peut devenir la trame virtuelle dans laquelle va s'inscrire mon acte, puisqu'elle est elle-même la trame virtuelle de l'expression de ma pensée. C'est comme aujourd'hui, par exemple, ils veulent envoyer un missile quelque part, ils ne vont pas envoyer un missile comme ça. Ils envoient un commando sur place, vous savez ça. Et le commando, il va aller là-bas en Syrie, il rentre tac, 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 ils se mettent à 50 mètres et ils pointent un faisceau laser sur la cible. Et après, ils envoient un missile. Et le missile, qu'est-ce qu'il fait? Il se colle sur le faisceau laser, il va aller pointer là où il est le laser. Donc en fait, quand tu as tracé la trame de ta pensée, qui devient ensuite la trame de ta parole, ouais, et ben tu verras que ton acte, il est clair, parce que ta parole, elle est claire, parce que ta pensée, elle est claire. C'est qu'en fait, c'est comme si on disait que le laser qui permet que la trajectoire de ta vie soit nette, c'est la clarté de ta parole qui est l'expression de la clarté de ta pensée. C'est pour ça que les gens qui ont une parole précise, en général, ils ont une pensée précise. Et les gens qui ont une parole qui est floue, bah, de toute façon, bon, je dis ça, mais bon, je voulais dire ça, moi je dis ça à la place de ça, bon, t'as bien compris ce que je voulais dire, tu n'as pas besoin de le dire. C'est pas qu'ils ont une pensée floue, ils ont une vie floue. Tu dis, je comprends rien ce que tu fais. Tu te contredis, tu pleures quand il faut rigoler, tu vas pas au bout de tes projets, tu t'énerves, on sait même pas ce que t'as, t'es lunatique. Comment ça se fait? Parce que le mec, il est comme ça dans sa tête. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que j'essaye d'être précis. Les gens croient que je parle. Parce que le problème, c'est que quand tu as beaucoup réfléchi avant, après, tu peux dire vite ce qui prend des années à être conçu. Ouais. Mais moi, la conception, j'ai commencé à 14 ans. Donc à 57 ans, c'est déjà un petit peu travaillé. Mais un truc auquel tu as pensé il y a un quart d'heure, n'en parle pas, parce que tu ne l'as pas encore digéré. Tu ne l'as pas encore intégré, tu ne l'as pas encore vécu. Donc c'est sûr que tu vas dire n'importe quoi. Tu dis, mais je m'en fiche parce que je répète un truc qui en lui-même est établi. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu crois que copier-coller, c'est de l'intelligence. Tu crois que copier-coller, c'est parler. Tu crois que copier-coller, c'est exprimer. C'est une erreur. Moi, j'avais des copains, quand ils me voyaient préparer les cours et tout, ils me disaient, à l'époque, il y a 25 ans, ils me disaient, mais Ria, mais qu'est-ce que tu prends la tête? De toute façon, ils connaissent rien, ils ne savent même pas lire. Tu 30 heures pour préparer un cours. 30 heures, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, pour moi, c'est énorme. Ouais. Mais j'ai dit, je peux pas. Je vais leur donner une masse. Je vais leur donner un Sefer Torah. Donc je travaille. Mais sinon, tu dis, bon, tu prends le Midrash raconte en français, tu prends Actuj, et puis tu fais un Dvar Torah. Un Dvar Torah. Alors la paracha de la semaine, donc Rashi pose la question, alors vous savez que par rapport à l'actualité, et puis c'est important de faire des choses bien dans sa vie, il faut respecter sa femme, ses enfants, allez, Shabbat Shalom, à demain. Mais tu me prends pour un rabbin ou quoi? Une fois j'ai été voir un rabbin, à la fin d'un cours, à la fin du discours de Shabbat matin, je lui ai dit, excusez-moi, vous l'avez préparé aux toilettes? Il s'est énervé. Mais ça veut dire quoi? Je dis, parce qu'on n'a pas le droit de dire des divrei Torah aux toilettes, vous savez ça? Je dis, mais ce que vous avez dit, on a le droit de le dire. Il a mal pris. Tu ne peux pas te payer 4 000 € et dire des lourdeurs. Les gens, ils te payent. Bon, moi, dommage, ils ne me payent pas, mais bon. Les gens, ils te payent, d'accord? Et tu es le rabbin. En général, pour des gens traditionnalistes, c'est la seule Torah qu'ils ont de la semaine, c'est le petit discours avant Moussaf, et tu leur dis des lourdeurs. Et c'est un minimum de respect qu'on doit aux gens qui font l'effort de nous écouter, de dire une chose de valeur. Parce qu'en fait, quand tu dis des choses de valeur, c'est que tu penses que tu t'adresses à des gens de valeur. Mais quand tu dis des lourdeurs, c'est à la hauteur. Ouais. Tu vois bien comment le gars il parle à son chien. C'est rare qu'il mette des gants. Et pourtant, lui, son chien, il l'écoute.
C'est compliqué. Mais c'est ça l'idée. Donc si vous comprenez ça, donc maintenant pourquoi la parole, elle devient tellement importante? Parce qu'elle devient en fin de compte une espèce de laser qui va être la trame de ta vie. C'est pour ça que le Zohar, il a ce langage très très bizarre. Il dit Kol Adam dit Bourou, tout l'homme ça n'est que parole. D'accord? Adam Medaber, l'homme parle. C'est-à-dire que c'est pas qu'on dit que l'homme, parmi les caractéristiques qu'il a, il parle. Non, l'homme, il est parole. L'homme, c'est la parole. D'accord? Maintenant, si Dieu, il a donné une neshama à l'homme, et Dieu, il a donné la capacité de parler à l'homme, il faut que l'homme, il décide, est-ce que sa parole va être à la hauteur de sa neshama, ou sa parole va être à la hauteur de sa bestialité, de sa lourdeur. C'est pour ça que la grossièreté, le manque de finesse et tout ça, ça apparaît dans la parole. Le manque de construction, le manque d'investissement, le manque de confiance, le manque de croyance, ça apparaît dans la parole. Parce que la parole, c'est quoi? La parole, c'est le tracé de l'électroencéphalogramme de ce que tu es. Comme le mec qui vous met des trucs là, comme ça, ici, là, ou un électrocardiogramme, il vous met un truc, puis après, il branche. Et vous faites rien. Ouais. Vous faites rien. Quelqu'un connaît, là? Si on met le silence, ça veut dire que personne ne peut appeler, non? Il n'y a pas un gars qui suit là ou? Ouais. S'il est? C'est pas vrai. Comme même pas dans le Facebook? Si jamais un contact est en favori, même si elle a la lune, ça se fait. Alors, comment on fait alors? Favori, si jamais il est en favori. Hein. Je sais pas, moi, je le connais. Alors, donc c'est quoi l'idée? Parce qu'il faudrait quand même que je commence le cours. Parce qu'on n'a pas démarré encore. C'est une paracha de Megillah d'Esther. Donc vous avez compris maintenant qu'en fait, toute sa vie, un homme, il apprend à parler. Parce qu'apprendre à penser, apprendre à agir, apprendre à être, en fin de compte, c'est pour apprendre à parler. Mais ne pas tomber dans le piège du discours, vous suivez ou non, d'être un acteur. Non, d'apprendre à être assez naturel pour que toi, ta parole soit juste l'expression de ce que tu es. Et bien bizarrement aussi, c'est ça ce qui va aussi être, on a dit la trame de ta pensée, elle va être la trame de ton discours, elle va être aussi la trame de ton acte. C'est pour ça que c'est marqué Kol hayotzei piv ya'aseh, tout ce qui sort de sa bouche, il accomplira. Et là-bas, c'est dans les lois des Nédarim, les lois des vœux. Il y a des lois dans la Torah que quelqu'un il va formuler un vœu. D'accord? Alors des fois, il fait un serment, il dit je m'engage à faire, ou alors il fait un vœu. Un vœu, c'est s'interdire quelque chose. Maintenant, normalement, par exemple ça, c'est une boîte de tzedaka. Si je fais un vœu de ne pas utiliser cette tzedaka en la considérant comme un korban, c'est-à-dire comme quelque chose qui est interdit de tirer profit, je ne peux plus tirer profit de ça. Il dit mais je ne comprends pas. Dieu, il ne l'a pas créé interdit de profit. Et moi, je l'ai rendu interdit de profit. C'est comme si un animal, c'est du cochon. Donc le cochon est interdit par la Torah. Oui, je précise quand même pour les gens qui prennent l'art pour du cochon. Ouais. Parce que si on dit que c'est ni de l'art, ni... Bon, c'est pas grave. Ouais. Mais le cochon, il est intrinsèquement interdit. C'est marqué dans la Torah, Chazir lo tochal. D'accord. Maintenant, moi, je ne vais pas créer l'interdit du cochon puisqu'il est interdit. Alors, si moi je m'interdis le poulet, qui est cachère, ouais, j'ai rendu le poulet interdit comme le cochon. Donc j'ai réussi à mettre un interdit sur un objet, qui est normalement une caractéristique divine. Ça va? C'est-à-dire que la parole, elle crée une réalité. Maintenant, quand c'est marqué, et ça s'appelle le vœu. Maintenant, dans les lois du Neder, dans le passouk, c'est marqué Kol hayotzei mipiv ya'aseh. Tout ce qui va sortir de sa bouche, Ya'aseh, il accomplira. Mais le rabbi de Cox, il dit non, Kol hayotzei mipiv Ya'aseh. C'est pas tout ce qu'il a dit, tout ce qui sort de sa bouche, il accomplira. C'est tout ce qu'il a sorti de sa bouche, c'est ça ce qui va s'accomplir. Je ne sais pas si vous... Ouais. Donc il y a une logique comme ça, de Altif tarpé la Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan. D'accord? On dit comment s'appelle ça? Les mauvais présages. D'accord?
genre les mauvaises paroles. Oh là là, il ne faut même pas le dire. Il y a des maladies, on ne dit pas le nom de la maladie. On dit la maladie. Ah, il a attrapé la maladie. On ne dit pas le nom. Oh là, ne dis pas. Oh, oh, non. Oui, mais c'est quoi l'idée? Il va me saouler toute la soirée. Oui. Ils sont rentrés dans la pièce. Et à ce moment-là, il y a eu un bruit bizarre. Et à ce moment-là, le rideau s'est ouvert. Ah, quand tu racontes une histoire à un enfant de 8 ans, l'enfant de 8 ans, il est dans l'histoire. Il peut faire un arrêt cardiaque. Parce qu'il est pour ça que les enfants, ils ont un cœur solide. Parce qu'on raconte des histoires qui peuvent les faire mourir. Ouais. Maintenant, quand tu es un vendeur, tu racontes une histoire, le client. Pourquoi il achète? Tu lui racontes une histoire. Quand tu veux rentrer dans une société, qu'est-ce que dit le gars? Qu'est-ce que dit le DRH? Il dit, mais faites-moi rêver, monsieur. Racontez-moi votre histoire. Racontez-moi une histoire. Et toi, tu lui vends, toi. Comme moi, je vous raconte une histoire. Ouais. La seule différence, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas faite pour que vous passiez un bon moment. Sinon, je serais animateur télé. D'accord? Non, cette histoire, elle est pour qu'en sortant, on soit, vous et moi, différents. Donc ça s'appelle un accompagnement dans une démarche évolutive, collective. C'est ça le but. C'est ça l'intérêt, de changer. C'est pour être pareil. Franchement, la vérité, il y a déjà la télé, il y a tout. Tout est fait pour rester pareil. D'accord? Mais pour changer, c'est ce qui est le plus dur. Donc, on a besoin de ça. Maintenant, quand on le fait, on fait une démarche. Maintenant, je parle. Vous, ça résonne dans votre tête. Après, ça vous fait penser à des gens. Alors, dans les premiers cours, vous pensez aux autres. Vous dites, ah tiens, il ne faut pas que j'oublie de lui dire, parce que vraiment, le cours est fait pour lui. Et après, vous dites, bon, bah, si déjà je suis là, autant que j'en profite personnellement. Voilà, là. Oui, d'accord? Et à ce moment-là, je vais grandir personnellement de ce que j'entends. Maintenant, quand je le prends, l'élément, eh ben c'est comme maintenant quelqu'un qui, quand on raconte aux enfants une histoire, moi toujours, quand je racontais le soir aux enfants des histoires, je leur disais, fermez les yeux, comme ça vous pouvez imaginer. Bon, c'était un peu aussi pour qu'ils s'endorment, mais bon. Ouais. Et mais moi je fermais les yeux d'ailleurs, et des fois je m'endormais avant, pour dire que quand même j'ai un pouvoir d'endormissement. Ouais. Mais eh ben, l'idée c'était quoi? L'idée c'est que tu participes à quelque chose. La parole, elle t'emmène quelque part. Ouais. Tu pars avec. Comme quand tu écoutes une musique, une symphonie, tu vois des images dans ta tête. Quand tu lis un texte, tu vois des images. Donc le texte, il renvoie des images. La musique, elle renvoie des images. L'image, elle renvoie une musique. Ouais, comme un paysage, il te ramène à des souvenirs. Ah, tu dis, c'était la période du bac. Ah, c'était l'époque où je m'étais fait jeter par Freddy. D'accord? Donc, pourtant, c'est juste une station de métro. Une station de RER. Ouais. Donc, il n'y a rien. Ouais, tu dis, bon, mais quand même, ça fait remonter des choses et tout. C'est une vraie question, ça. C'est est-ce que le souvenir, il est resté là-bas en attendant que tu reviennes, comme si tu es tombé sur la bonne chaîne, ou non, il était en toi, mais le déclencheur, la télécommande, c'était la station de métro. Tu sais ce que vous allez me dire? Bah, il était en toi. Super. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a vécu est en nous. Et on attend juste l'interrupteur qui va déclencher le souvenir. D'accord? Alors, quelle différence entre tu sens un parfum, tu dis mais c'est Pessah, non c'est Msuki, excuse-moi, d'accord? Oui. Ou tu rentres dans une boulangerie, tu dis oh là là, les petits pains de ma grand-mère. Ma mère, elle m'a raconté que ils avaient un voisin qui avait été déporté, tout ça pendant la guerre, un juif ashkénaze, à l'époque, en 63, je sais pas. Et ma mère, elle a fait des petits pains. Elle lui a donné. Le gars, il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Elle dit, pourquoi vous pleurez? Elle dit, c'est les gâteaux de ma mère. Toute la famille a été déportée. Ouais. Le gars, il s'est retrouvé en face des gâteaux de sa mère. Et moi, j'ai eu une expérience traumatisante un jour. J'avais perdu mon père à 10 ans. Et il me manquait. Et un cousin, il m'invite à une bar mitzvah à Marseille. Et moi, c'est très rare que je vais parce que je suis un peu occupé. J'y vais. Je fais plaisir. J'y vais. Et maintenant, je suis assis en train de faire la prière. Et puis d'un seul coup, ils entament Yotzer et la donne, d'accord? Et j'entends la voix de mon père. J'ai dit, j'allais mourir. J'ai dit, il y a mon père derrière moi. En fait, c'était un monsieur qui était de la même ville, et qu'en plus, qui était un ami à lui, et qui avait la même voix et le même air. Il m'a fait comme ça. J'ai été le voir, je l'ai embrassé la tête, il a cru que j'étais fou, le gars. Mais c'est quoi l'idée? En fait, c'est un cadeau de bon Dieu. Le bon Dieu, j'ai dit, mon père, il me manque. Il dit, je te l'envoie, voilà, je te l'envoie, par lui. Moi, où je vais, moi, à Marseille, dans une bar mitzvah. Bon, je n'étais pas censé. J'ai été. J'ai dit, je vais faire plaisir, j'ai été. Ouais. Parce que mes parents, ils allaient toujours pour faire plaisir à la famille.
Moi, j'ai pas cette intelligence. Eux, ils faisaient ça, des heures de train à l'orage et tout, pour faire. Et c'est cavode, il faut faire le cavode. Ils t'envoient la carte, alors tu vas pas. Et nous, on dit, mais qui sait tout fait avec sa carte? Mais nous, non, eux, ils étaient polis. D'accord? Donc, mais j'ai vu comment le bon Dieu, il t'envoie la voix. C'est-à-dire que la voix de ton père, elle existe. Donc tu fermes les yeux, il y a ton père. Si quelqu'un va dire, non, mais c'est pas pareil, hein, c'est que la voix. Mais quand tu habites à Los Angeles et qu'eux, ils habitent à Montmagny, qu'est-ce que tu as au téléphone? Tu as juste la voix. Et ça te suffit, non? Tu dis pas, ouais, c'est que la voix. Non, c'est la voix. Donc c'est la personne. Vous me suivez ou... Voilà. Et ben, c'est exactement pareil dans la vie. Qu'en fin de compte, la parole, maintenant, elle devient un outil de réalisation. C'est pour ça que c'est marqué Achef picha va m'aller où? Élargis ta bouche, ouais, et je te la remplirai, il a dit Dieu. Mais élargis ta bouche. Ça veut dire formule ton besoin, exprime ta demande, prie, dis-moi ce que tu veux. C'est comment ils font les gens. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je préfère ne pas en parler. Tu dis, mais j'ai fait une erreur. C'est même honteux de poser la question. Et toi, tu vas mourir. Moi, quand les gens ils font ça, je leur dis crève. Je leur dis crève. Je dis, t'as quelque chose à me dire, dis-le. Je ne vais pas me rendre malade. Ouais, alors c'est tout ce que ça te fait. Mais qu'est-ce que ça me fasse? Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais rien. Tu accélères mon transit. Qu'est-ce que tu me provoques? Rien. Tu me fais... C'est tout. Mais je ne vais pas me prendre la tête. Tu as un problème, tu as quelque chose à me dire, tu le dis. Tu n'arrives pas à le dire, tu l'écris. Tu n'arrives pas à l'écrire, tu n'as qu'à le tatouer dans ton dos. Mais moi, je vais me rendre malade parce que tu ne trouves pas les mots. Et ça ne va pas ta tête. Surtout quand à la fin, bizarrement à la fin, quand la personne, elle trouve les mots, il n'y avait rien. Ah mais c'est grave. Mais tu sais que tu as envie de rire. C'est tellement ridicule que tu as envie de rire. D'ailleurs, on le dit ridicule. Et la personne, c'est tellement débile qu'elle n'ose pas en parler. Mais de l'autre côté, d'avoir un problème débile, c'est débile. Donc tu en fais une cathédrale de la douleur. Tu deviens le représentant mondial de la souffrance. Tu deviens la réincarnation des 6 millions de morts. Alors qu'en fait, c'est juste que tu t'es vexé parce que l'autre, il t'a pas rappelé pour dire Shabbat Shalom. Rien. La logique, c'est ça. C'est que tu parles. Quand tu parles, ouais, tu donnes une réalité à ta pensée. Et ça crée un mouvement dans l'énergie qui va réaliser la chose. Mais parle. Tu veux ce magasin? Tu dis je veux le magasin. Tu veux ce diplôme? Tu dis je veux ce diplôme. Tu vois, tu dis je veux l'épouser. Combien de fois les gens disent mais brave, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis mais va lui parler. Elle est là. Ah non, c'est honteux, ça se fait pas. J'ai l'air de quoi? Et si elle me dit non? Mais c'est ça la vie. La seule manière de réussir, c'est de prendre le risque de rater. Toi, tu dis non, je voudrais qu'elle fasse le premier pas. Écoute, il y en a un, il en a fait une chanson, tellement il en est mort. C'est toi l'homme, non? Tu vas la voir. Tu dis bonjour, bonjour. Tu fais une blague bidon, tu trouves un truc. Tu vas, tu dragues. Tu veux que le rabbin t'apprend à draguer. Ils sont graves. Ah non, grave, ça se fait pas, c'est honteux, ça. Je dis, mais quand t'es en boîte de nuit avec les goyotes, tu te gênes pas, non? Mais là, maintenant que c'est pour une feuille, d'un seul coup, tu deviens timide. Ouah, le tzaddik. En vérité, tu as peur de te faire jeter. En fait, tu crains les rhumes ou les vents. Ouais. Non, tu vas. Et cette logique-là d'aller, en vérité, c'est quoi? Aller, c'est créer un mouvement. Et moi, je vous dis le secret. C'est que le mouvement, il entraîne le mouvement. D'accord? Donc, arriver ensuite au mariage de vos enfants, c'est à démarrer quand tu t'es levé pour lui dire, allez, je vais lui parler. D'accord? Et après que vous avez fait de la conviction, et après vous avez fait de la conversation, et après vous avez fait des rencontres, et après vous avez fait des concessions, après vous avez fait des compromis, après vous avez fait des dialogues, après vous avez fait de la communication, après vous avez fait de la complicité, après vous avez fait de la solidarité, après vous avez fait des enfants, après... Et là, maintenant, vous êtes à la choupa avec vos enfants. Mais ça partait de quoi? Ça partait d'une impulsion première qui était, vas-y, lève-toi. Lève-toi et marche. Si tu dis, non, franchement, j'ose pas, c'est pas évident, je crois que c'est Mina Shamaïm. C'est moi le rabbin. Je te dirai si c'est Mina Shamaïm. Mais pour l'instant, lève-toi. Va chercher du travail. Va créer ton entreprise. Va te battre avec la banque. Va dire au directeur d'école
que tu veux rentrer dans cette école. Va le faire. Ben, quand tu le fais, en vérité, toi, tu crois que, comme tu as parlé, l'autre il est au courant de ton problème. Non, que ta parole, encore une fois, elle est devenue la trame dans laquelle tu as fait passer une énergie extrêmement puissante qu'on appelle l'air comprimé. J'avais expliqué ça. Vous vous rappelez l'air comprimé ou non? Vous vous rappelez ou non? Oui, les redoublants? Oui, non? Les autres? Non? Ceux qui l'ont jamais entendu, ça vous dit rien? C'est extraordinaire. C'est beau. Vous prenez un tuyau. Il y a un mur là, vous le voyez ou non? Et un mur, vous prenez un tuyau très solide qui part d'ici là-bas. Vous le posez là-bas et vous le fixez de manière blata, celui-là. D'accord? Alors, donc, le tuyau. Donc, il y avait un tuyau qui part d'ici à là-bas. C'est un phénomène bizarre. Si vous avez fait un peu de physique, c'est très bizarre. Et là-bas, vous fixez au mur de manière hermétique. Il vient jusque-là. Il n'y a rien dans le tuyau. Rien. Vous vérifiez, il n'y a rien. Vous mettez la main, comme les magiciens, ils vous vérifient, il n'y a rien. D'accord? Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous bouchez le tuyau et vous poussez l'air qu'il y a dans le tuyau. Vous ne faites rien. Pas de perceuse, pas d'acide, pas de cartouche, pas de missile, rien. L'air qui est dedans, vous le poussez. Eh bien, le mur, il va tomber. Hein. Je dis, c'est pas possible. Mais il est tombé avec quoi? Il n'y avait rien. Ça s'appelle l'air de rien. Ben, le mur, il est tombé. L'air de rien. Ouais. Ça s'appelle en français de l'air comprimé. Si vous allez dire, attendez, mais il est lourd, ça va, on sait ce que c'est l'air comprimé. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que la réalité physique n'est que la symbolique de la réalité spirituelle. Et que le bon Dieu, quand il veut t'expliquer un concept qui est trop difficile à comprendre, il crée une réalité physique pour que tu comprennes la réalité spirituelle. Maintenant, entre la réalité physique et la réalité spirituelle, il y a la réalité psychologique. Alors, vous savez ce que c'est l'air comprimé? Parce que ruach en hébreu, ça veut dire l'air, mais ça veut dire aussi l'esprit. Donc l'air comprimé, en fait, c'est la concentration. L'air comprimé, c'est la détermination. L'air comprimé, c'est la conviction. L'air comprimé, c'est la force de caractère. La force de caractère, la conviction, elle va pousser le mur. Le mur, il est tombé. Avec quoi? Avec l'air de rien. Ce qu'il avait dit le patron de la CIA après les attentats des 2 tours. Il a dit on peut avoir des missiles, on peut avoir des missiles antimissiles, on peut avoir des services secrets. Il dit mais on ne peut rien faire contre quelqu'un qui est déterminé à tuer au prix de sa mort. Tu peux rien faire. Le mec il va mourir. Un mec il a peur de mourir, il n'a pas peur de mourir. Il dit je vais mourir, mais je ne vais pas mourir seul. Il prend un avion, il fait des petits cours de vol, il n'apprend pas à atterrir, hein, il apprend juste à voler. Ouais. Et le mec il trouve une tour, c'est pas difficile, hein, il y a de la place, il y va dedans. Il a été dedans, tu dis mais t'es un malade, mais il est malade. Mais il y va de bon cœur. Tu ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est une volonté qui marche. Maintenant, c'est une mauvaise volonté qui marche, mais c'est une volonté. Donc, s'imagine si une mauvaise volonté, elle peut faire tomber des immeubles. Ouais. Alors, une bonne volonté, elle ne peut pas faire tomber des obstacles. Alors, on te dit, la volonté, elle est dans la DA. La réalisation de la volonté, elle est dans le dibour, dans la parole. D'accord? Donc, ce que tu dis, ça va s'accomplir. Mais pas comme dans une logique de superstition ou de malédiction. Ah, maintenant que tu l'as dit, ça va arriver. Non, parce que tu veux que ça arrive. Tu dis, je veux le magasin, je veux devenir docteur. D'accord? Mais tu as 6 ans, je veux finir le Talmud. Mais tu dis, mais attends, mais t'as l'heure de quoi? Écoute, Maurice, enfin, t'habites en Picardie. Je veux. Il a fait, le gars. Il a fini le Talmud. Et maintenant, il est Rosh Yeshiva, là-bas, à Yerushalayim. Il était en Picardie. C'est ce que c'est la Picardie? Il l'a fait. Pourquoi? Parce que son contexte était très mauvais. Ouais. Mais sa volonté était très pure. Alors que les gens, ils attendent d'avoir le bon contexte pour avoir la bonne volonté. Mais ça ne marche pas. La preuve, c'est que le contexte, quand vous enlevez le texte, il reste le... Non. Il faut qu'il y ait une bonne personne. Ouais. La bonne personne, la bonne volonté. Tu veux que ça s'arrange. D'accord? Tu veux réussir. Maintenant, quand la Torah te dit, tu as une pensée dans la tête? Ok. Alors dis-la. Exprime-la. Ouais. Et le fait de l'exprimer, tu mets déjà les choses en mouvement. Comme je vous avais raconté cette expérience bizarre. Il y avait une toile d'araignée.
au-dessus de ma tête à la synagogue. Ouais. Bon, il y avait un petit temps mort. Alors j'ai fait comme ça. J'ai soufflé. Elle a bougé. Mais la toile d'araignée, elle était au moins de 2 mètres. Je ne sais pas si vous me suivez. Le souffle, il n'est pas tellement puissant, c'est pas un Karcher. Il y a une déperdition. Mais quand tu le maintiens pendant un certain temps, et ben comme si les molécules d'air, elles poussent les molécules jusqu'à la toile d'araignée. Donc si déjà en soufflant, tu peux faire bouger une toile d'araignée, tu ne crois pas que tu peux aider tes enfants à grandir? Tu ne crois pas que tu peux convaincre le banquier de t'accorder le prêt? Tu ne crois pas que tu peux réussir à percer le mur de la psychorigidité de ton conjoint pour arriver à un dialogue vrai qui vous fait évoluer tous les deux? Tu ne crois pas qu'on peut y arriver juste par la perpétuité du mouvement? C'est que de l'air. Ouais. Alors si c'est ça, ça veut dire qu'on a fait un passage entre un air intérieur et un air extérieur. D'ailleurs, on dit l'air de la musique. Ouais. Maintenant, j'ai dit que le mot roar, il veut dire le vent. Le mot roar, il veut dire aussi l'esprit. Roar Elohim. Ouais. Mais le mot roar, il veut dire aussi, quand vous l'écrivez, il s'écrit resh vav chet, c'est aussi revar. C'est quoi revar? Par l'hébreu, non? Ça veut dire l'espace, mais ça veut dire aussi le bénéfice. Maïr varta. Qu'est-ce que tu as gagné? Ouais. Pourquoi le mot revar, il veut dire espace? C'est normal, on l'a compris pourquoi. Parce qu'en fin de compte, le roar, c'est ce qui va combler l'espace entre l'ignorance et la connaissance, entre l'incompréhension et la compréhension. D'accord? Le roar, c'est aussi ce qui remplit tout, parce qu'il y a de l'air partout. Donc le roar, c'est ce qui remplit le revar. Comme si vous non? D'accord. Maintenant, quand tu as comblé la distance entre ce que tu as et ce que tu veux, entre ce que tu n'as pas et ce que tu obtiens, ouais, quand tu as comblé cet espace, ce revar, en utilisant ton roar, oui, eh ben tu as un bénéfice, tu as le revar. Ça, c'est une nouvelle, ça vient de sortir. Merci. T'as compris l'idée? Voilà. Donc, ça veut dire que celui qui veut avoir des bénéfices dans la vie, les gens ils disent « Oh, je voudrais bénéficier de votre discours, je voudrais bénéficier de votre présence. » Mais bénéficier, c'est bénéfice. Bénéfice, c'est automatiquement le fruit d'un travail. Le travail, c'est de raccourcir la distance entre ce que tu veux et ce que tu as, ou ce que tu veux et ce que tu n'as pas, ou ce que tu veux et ce que tu es. Mais dès que tu combles cette distance-là, dès que tu rattrapes la distance, tu touches le bénéfice, tu touches le gros lot. C'est pour ça que des fois, tu expliques un truc à un enfant, il te regarde comme ça. Il est stressé parce que comme il ne comprend pas, alors il se sent mal qu'il ne comprend pas. Et puis à un moment, tu vois que ses yeux s'éclairent, il fait comme ça, il fait « Il a compris. » Même s'il veut, non. Il a compris. C'est comme si tu es dans le noir complet et que tu as une lampe. Tu as l'air idiot parce que tu as une lampe, ouais, avec une prise, et une prise mâle, mais il était dans le noir. Alors tu dis, bah alors, on voit rien, tu peux rien faire. Alors tu tâtonnes en essayant de trouver la prise femelle. Ce qu'on appelle la recherche du zivoug, le mariage. Ouais. Donc tu cherches la lumière pour que le courant passe et que la lumière s'allume. C'est pas grave. Donc tu fais comme ça, et puis d'un seul coup tu trouves le bon endroit, trac, ça s'allume. Oh, quel plaisir. Oh, tu apprécies la pièce, tu apprécies la chambre, tu apprécies l'espace, tu apprécies tout. Alors que quand tu es dans le noir, tu t'angoisses. Tu dis, attends, tu sais pas où je marche, il y a un escalier, il y a un trou, il y a une trappe, je sais pas, c'est le noir complet. On est angoissé. C'est très bizarre d'ailleurs qu'on soit angoissé dans le noir et soit angoissé sans la lumière, alors que souvent le danger est invisible, donc ça sert à rien de... C'est pas plus rassurant la lumière, mais bon, c'est comme ça dans la tête. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'au moment où tu mets la prise, la lumière apparaît. Ben toi c'est pareil, on dit en français branche-toi. Tu te branches avec l'idée. Tu es opportuniste, tu investis. Oui. Alors maintenant, c'est quoi ce fil-là qui part de l'ampoule et qui va au courant? C'est la parole. Ouais. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, ouais, il va accomplir la parole. C'est pour ça que c'est marqué Shomea Tefilat Kol Pe. Hachem, il écoute la parole de toute bouche. Pourquoi on ne dit pas Shomea Tefilat Kol Adam? C'est quoi le P? Le P, c'est la bouche. Ouais. Mais le P,
Ça s'écrit PE. Et PE, en valeur numérique, c'est 85. Parce que P, c'est 80, et E, c'est 5. Ça fait 85. Et 85, c'est la même valeur numérique que Mila. La Mila, ouais, même Yud, Lamed et E, ça fait 85. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la Mila, il est là, puisqu'on l'a mis là, ouais, et le P, il est là. Et c'est très intéressant, parce que ce P-là, ouais, il correspond à ce P-là. Là, il y a une bouche, là, il y a une bouche. Maintenant, quand tu parles pour rien, ça s'appelle Dvarim Betelim. Et quand tu gaspilles la semence, ça s'appelle Zera Levatala. Maintenant, on dit le principal constituant de la parole, c'est la pensée. Et on dit le principal constituant de la semence, c'est la pensée. Maintenant, la vie, elle est créée par la parole, et la vie, elle est créée par ce qui sort de cet endroit-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet endroit-là, il doit être caché à la puissance cachée, à la puissance cachée, à la puissance cachée. Puisqu'il doit être à l'intérieur de la femme, à l'intérieur du drap, à l'intérieur de la couverture, à l'intérieur de la chambre, fermé, personne n'est au courant. Ça fait caché, 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 caché. Cet endroit-là, tu le fermes 5 minutes. Même pas, même 3 minutes. Nous assistons aux funérailles de Maurice. Ah oui, il est mort. Il est mort de quoi? Ben, pour un mec qui manquait pas d'air, il est mort étouffé. Ça, je vous l'ai dit déjà, mais parce que c'est des choses qui m'interpellent. J'ai parlé avec des médecins. C'était un médecin urgentiste de l'armée. Il m'a raconté qu'un gars qui avait eu les 2 jambes arrachées devant lui dans un conflit, il avait 3 heures pour mourir. Je dis, comment un mec qui a les 2 jambes arrachées, donc il a une certaine quand même perte de sang, hein. Si vous voulez, c'est pas qu'il s'est trouvé le doigt avec une aiguille. Il a les 2 jambes qui ont été arrachées par une mine. Il met 3 heures pour mourir. Mais un gars, tu lui bouches le nez et la bouche, il met 1 minute et demie, 2 minutes. Regarde le champion d'apnée, il met 5 minutes. C'est bizarre, non? Ça veut dire qu'un homme, il a besoin de respirer pour vivre. Incroyable, non? Ça vous touche pas? Non, mais le rapport, il est bizarre. 3 heures sans les jambes, avec une hémorragie incroyable, et 1 minute et demie, t'es mort, sans respirer. Ça veut dire que le sang, il est moins important que l'air. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un respire, ouais, pour ça on dit la vie, elle vient avec le souffle, et elle part avec le souffle. C'est qu'en fait, quand tu respires, tu vis. Maintenant, après, avec cette respiration, tu peux faire de l'expiration, tu peux faire de l'inspiration, tu peux faire de l'expiration, tu peux atteindre le niveau d'expiration, comme des gens qui retournent leur belle-mère en cherchant la date d'expiration. Mais elle n'est pas marquée. Ça va? Mais expirer, c'est faire sortir l'air. Et inspirer, c'est faire rentrer l'air. Ouais. Maintenant, quand tu inspires, ça t'inspire. C'est pour ça que quand vous avez eu peur, vous êtes stressé, ou quand on vous dit, vas-y, respire, respire, respire à fond, respire à fond. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, en fait, inconsciemment, tu arrêtes de respirer. Comme tu arrêtes de respirer, ton cerveau n'est pas oxygéné. Comme ton cerveau n'est pas oxygéné, tu n'arrives pas à réfléchir. Comme tu ne réfléchis pas, tu ne comprends rien. Comme tu ne comprends rien, tu paniques encore plus. Et donc, tu respires encore plus mal. Ça va? C'est comme ça qu'on fait l'arrêt cardiaque. Donc, ça veut dire que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Le contraire. Elle respire. Elle fait... Ouais, mais quand tu inspires, tu prends de l'énergie positive. Et quand tu expires, en même temps que tu dégages le gaz carbonique, tu n'as qu'à dégager tes angoisses, tu n'as qu'à dégager tes peurs, tu n'as qu'à dégager ta lourdeur, tu n'as qu'à dégager tes complexes. Vas-y, expire, vas-y. Fais sortir jusqu'au dernier souffle comme ça. Va chercher loin, 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 et tu te sens mieux. Parce que tu as expiré l'arma. C'est pour ça quand quelqu'un te parle mal, par exemple, souffle. Quand quelqu'un te parle bien, c'est comme ça. Inspire-toi. Prends cette énergie, elle est dans l'air, là. Tu la prends. Il fait beau, tu prends de l'air. Tu vois un beau paysage. Tu entends une belle musique. Tu rentres. Tu sors fort. Ouais. Mais c'est le contraire. Tu aspires l'aroma. Quand les gens ils te parlent mal, ils te font du lachonara, tu écoutes. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit?
Et regarde, t'es en train d'aspirer là. Après, tu dis, pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai envie de mourir? Ben, c'est normal, t'as écouté la mort pendant 1 heure. La shonara, c'est la mort. Ouais. Donc, tu es devenu mort. C'est comme si tu vas voir un cadavre et tu fais comme ça. Tu dis, mais t'es malade, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, tu sais, c'est pareil que faire du lachonara. Et le contraire. Non, tu dis non. Tu dis non, que des paroles positives. Moi, j'avais des gens, moi, je suis un peu malade. Hein, j'avais des gens, je les appelais spécialement parce que je savais qu'ils faisaient que des brachot. Tu les appelles, ah, Napébesque, ça va aller, Dieu te protège. Tu sais, et moi, je dis, Amen, Amen. Dans le téléphone. Comme si toi, tu prends de l'oxygène. Et après, tu replonges dans les méandres de l'obscurité. Ouais. Il faut avoir des repères positifs comme ça. Parce que sinon, tu peux pas, tu rentres dans le métro. Tu rentres dans l'ascenseur, tu rentres à la maison, tu allumes la télé, 138 morts, 230 000 morts, 452 morts, la mort. Maintenant, notre série télévisée, la mort. Les infos, la mort. Tu regardes ta femme, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux pas qu'on meure? Ouais. Non, tu fais le contraire. Ouais, tu prends de l'énergie. Cette logique-là, ça veut dire qu'il faut expulser la négation. D'ailleurs, le corps, il est bien fait. Vous savez que les endroits qui sont cachés, ouais, si on met la main, il faut qu'on fasse Netiat Yadayim. Pourquoi? Parce que c'est des endroits qui ne sont pas exposés à l'air, et aussi des endroits par lesquels on dégage des toxines. Donc, par exemple, la sueur du visage n'est pas toxique, mais la sueur du corps est toxique. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Hop, tu touches ça, enfin les Chachamim, tu te laves les mains. Bien avant qu'ils aient parlé des logiques sanitaires, l'obligation de se laver les mains en sortant des toilettes, j'adore ça, ils mettent des panneaux. Comment ils faisaient les gens avant? Ils se léchaient les doigts, d'accord? Donc, c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir une logique, une hygiène, ce qu'il appelle en français, une hygiène. Tu te laves les mains, c'est hygiénique, d'accord? Maintenant, comme tu vas avoir une hygiène physique de te laver les mains en sortant d'un endroit sale, il faut aussi que tu aies une hygiène mentale. C'est quoi une hygiène mentale? C'est de débarrasser des toxines. Donc, tu parles, tu sens la toxine. Quand tu as mangé un truc pourri, par exemple, ouais, tu vas quelque part, tu dis, ah tiens, il nous reste de la tourte au saumon, t'en veux? Tu prends, hop, tu sens l'odeur, tu dis, ouf, un cadavre de chien. Là, tu dis, allez, baltachrit, allez les enfants, vous finissez. Ah bah tiens, je voulais garder pour ces dachichit. Mais tu sens qu'il y a une septicémie, là, elle est là. Tu sens qu'il y a un cadavre, il est là. Et toi, t'as honte, la chouma, tu l'avales. Et après, tu fais comme, vas-y, les Alka-Seltzer, les tisanes. Parce que tu as mangé un truc pourri. Maintenant, Hachem, il a fait un truc extraordinaire dans la nature, que les médecins n'arrivent pas à expliquer. C'est que quand tu manges quelque chose qui est toxique, tu vomis. Très bizarre. Essayez, vous pouvez manger par exemple un émincé de chambre à air, vous vomissez pas. Bon, vous pouvez offrir vos excréments à Michelin, mais vous ne pouvez pas, vous ne vomissez pas. Mais si vous mangez un saumon tourné ou une viande pourrie, vous vomissez. C'est beau. C'est que le corps, il sent que c'est toxique. Et c'est dangereux. C'est qu'une viande tournée, c'est du poison. Ouais. Tu vomis. Les gens, ils mouraient de la viande avariée. Ouais. Des œufs tournés. D'accord? Donc maintenant, je pose la question idiote. Si quand tu as quelque chose sur l'estomac et tu le sens que ça passe pas, le mieux que tu as à faire, c'est de te libérer en vomissant, le doigt révélateur. Ouais. Alors si tu as quelque chose sur le cœur, c'est normal qu'en en parlant, ça fait du bien. Parce que les gens ils disent, oui mais Rav, vous savez, j'en ai jamais parlé à personne, je n'ose pas en parler, et puis je trouve pas les mots, et puis ça serait trop long, c'est tellement horrible, c'est tellement énorme, c'est tellement incroyable. Tous les superlatifs possibles pour ne pas exprimer. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas prendre du recul avec quelque chose que tu contiens. C'est très dur. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez madame, écrivez-le sur un papier. Mais ça serait trop long. Mais j'offre la première ramette. Combien tu vas nous écrire, chérie? 1000 pages. Ward 20 000 lieues sous la mer. D'accord?
Regarde dans une phrase. Entre 8 ans et 13 ans, mon frère m'a touché régulièrement. C'est ce qu'on peut écrire en une phrase. Alors qu'est-ce que tu vas écrire, toi? Ça se passait, la lumière était éteinte, et la pénombre pénétrait dans la pièce. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Mauriac? Non. La parole, c'est une expression. Expression, c'est extérieur, c'est extérioriser. Extérioriser, c'est prendre une distance. Prendre une distance, c'est que quand tu vas finir d'exprimer le problème, tu vas pouvoir entamer la solution. Parce que malheureusement, la réponse, elle vient après la question, et la solution, elle vient après le problème. Donc quand toi, tu ne veux pas exprimer le problème, en vérité, ça veut dire que tu es plus solidaire du problème que de la solution. Et c'est normal. Parce que quand tu as la chance d'avoir eu le statut de victime qui te permet la carte d'invalidité, c'est dur de renoncer aux avantages de la victimisation. Le problème, c'est que quand tu as pris les avantages de l'invalidité, je parle volontaire, pas celui qui a attrapé une maladie ou quoi, un accident, il est invalide. Mais les gens qui se rendent invalides eux-mêmes, ouais, après ils viennent toute leur vie se plaindre. Oui, j'ai pas vécu la vie que j'aurais dû vivre, et j'aurais plein de choses que j'ai pas pu entreprendre, parce que j'étais mal, et parce que j'étais cassé, parce que j'étais vide, parce que j'étais pas moi, parce qu'on m'a pas laissé être. Ma chérie, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des hypnotiseurs, il y a des médicaments, il y a des bêta-bloquants, il y a des solutions. Mais toi, tu n'as pas voulu. Tu as dit non, c'est trop, ça serait trop facile. Jamais j'oublierai, je le garde dans mon cœur, je resterai cette blessure à vif. Mais lui, il est tranquille, cette pourriture. Il est bien, il est tranquille. Lui, il vit sa vie, il s'est marié, il a fait des enfants. Et toi, tu restes avec ta mort. Bon, je sais pas, au moins tue-le, fais un truc. Pousse-le dans l'escalier. Comme ça, sur une chaise roulante, tu penseras à toi. Ouais. Tu dis non, mais c'est pas mon genre. Oh, ok. C'est pas une halakha que j'ai donnée, attention, parce que les gens disent ah ben le Rav il a dit. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, quand tu vas exprimer, ouais, la chose elle est là, elle sort. Mais en fait, la chose elle n'est même pas là, elle est là. Ouais. Il faut savoir une chose qui est très très importante, c'est que Dvarim Asirlim Enam Mitachat Azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que le cerveau n'est pas rapide. Le cerveau n'est pas soumis au temps. D'accord? Maintenant, de la même manière que le cerveau n'est pas soumis au temps, puisque le temps, c'est le quatrième des 4 éléments, il y a 3 éléments plus le temps, donc la matière, ouais, elle n'est pas non plus, c'est-à-dire le cerveau n'est pas non plus soumis à la matière. Comme le cerveau n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis à la matière. D'accord? La matière, elle a été créée, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc l'intérieur de l'être est infini. Ça va? Super. Donc le problème, c'est que quand je prends une angoisse et que je la garde à l'intérieur, elle se développe à l'infini. Voilà. Et plus tu attends, et plus tu la cultives, ouais, et plus tu l'entretiens, et plus tu la répètes. Parce que des gens ils me disent, écoutez, j'en ai beaucoup parlé. Je dis, mais vous parlez pour entretenir ou vous parlez pour extérioriser? Vous parlez pour vous désolidariser, vous parlez pour créer encore plus un fan club de votre souffrance. Je sais que j'ai des paroles dures, mais c'est pour soigner. Ouais. C'est que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu racontes, tu sais ce qu'il m'a fait, regardez ce qu'elle m'a fait, regardez ce qu'elle m'a fait. Et l'autre, il dit, oh bah dis donc, oh t'as souffert, hein. Oh là là, tu t'en sortiras jamais, hein. Je crois qu'il faut vraiment que tu trouves une solution au final. L'autre, il entretient. Si tu n'as pas un bon ami qui te dit, allez, passe à autre chose, il met une baffe, il dit, allez, avance, arrête de nous faire avec tes problèmes. Bouge, grandis, ça y est, ça suffit. Sinon, quelqu'un d'autre qui va aller dans ton... Ah ouais, c'est vrai, oh là là, t'as raison, oh bah tu sais quoi, hein, tu sais que tu peux rien faire, hein, t'es foutu, t'es condamné. Mais dans condamné, il y a damné. Dans concerné, il y a cerné. Dans confiné, il y a finé. Tu fais pas, tu veux pas, tu dis non. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle une parole thérapeutique. Donc tu parles pour faire sortir la chose. Maintenant, tu le fais avec un spécialiste qui est là pour t'écouter. Tu le fais avec un ami qui t'écoute. Tu fais un numéro au hasard. Ouais. Tu racontes ta vie. Tu vas dire, madame, vous êtes trompé numéro. Le mieux, c'est appeler le club des surentendants, des sourds muets. Tu les appelles, le temps qu'ils te répondent, tu peux dire ce que tu veux. Tu vois. Tu parles. Ouais, tu raccroches. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Une fois pour toutes. Tu n'arrives pas, tu l'écris. Tu l'enregistres dans ton téléphone. Tu le mets sur une cassette, tu la jettes.
Tu écris une lettre à cette personne, tu l'écris, tu écris tout, tu dis tout, les détails, les insultes, les gros mots, les pourritures, tout. Et tu la mets dans la boîte aux lettres et qui crève et qui s'étouffe. Mais tu mets pas l'adresse. Faut que tu tombes juste sur le fou de Possier qui l'ouvre et qui lit et qui fait une enquête et qui retrouve et qui... Ça n'a pas de rapport, mais ça me fait penser à une blague. Un jour, j'ai rencontré un IA. C'était le début des appareils jetables, tu sais, les petits appareils. Alors elle m'a dit, pourquoi on s'appelle un appareil jetable? Je dis, bah tu prends les photos et après tu jettes à la poubelle. Le poubellier, il le dépose quelque part. Les mecs, ils font une enquête après les photos, ils te retrouvent, ils te ramènent la photo. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis. Mais le mec, il a cru. Hein. D'accord? Bon, alors maintenant, c'est quoi cette idée-là? C'est que tu vas parler. Donc tu vas parler, ça veut dire que tu as une parole thérapeutique. Donc qui est-ce qui a inventé la parole thérapeutique? Vous savez qui ou non? Ben c'est Hachem. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon a fauté, ouais, il s'est caché. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ayeka, où es-tu? Quand Caïn a tué son frère, Hachem il lui a dit, où est ton frère? Maintenant je vous rappelle que Dieu, il sait ce qui se passe. Il sait où tu es, il sait ce que tu fais. Donc à quoi ça servait que Hachem il pose la question? Ouais. Alors Hachem il dit que Hachem il a posé la question Liten pitron p. Liten pour donner pitachon. Pitachon, pétar. C'est quoi pétar? Pétar. Non. Une ouverture. Ouais. Pour donner une ouverture à la bouche. En fait, il t'a donné l'occasion de parler. C'est-à-dire qu'Hachem, il sait très bien où est-ce qu'il est, ton frère, puisqu'il sait que tu l'as tué. Ouais. Il sait très bien où tu es, puisque Dieu, il a créé l'œil. Tu crois qu'il ne voit pas? Donc, en fait, il a tendu la main. Adam Arishon, il a réfléchi. Il a dit, pourquoi le bon Dieu me demande où je suis, alors qu'il sait où je suis? C'est qu'en fait, il me propose de faire teshuva. Il a accepté, il a fait teshuva. Caïn, lui, non. Il a dit, moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est qu'il est resté dans l'entêtement, il est resté dans l'enfermement. Il est resté, d'accord? Donc il n'a pas accepté d'ouvrir la bouche, il n'a pas accepté de parler. C'est-à-dire que Dieu, en proposant de parler, d'accord? En fait, il a proposé la thérapie de la parole. Parce que quand tu parles, tu vas prendre du recul sur ce que tu as fait. D'abord, tu vas prendre du recul sur ce que tu dis. Après, tu prends du recul sur ce que tu as fait. Après, tu regrettes ce que tu as fait. Après, tu fais tes teshuva. C'est pour ça que dans la teshuva, d'ailleurs, on doit parler. Le Rambam, il dit que dans la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. C'est normal, t'es juif, non? T'es juif. Donc, c'est comme t'es marié, tu rentres à la maison. Tu dis non, c'est pas évident, j'aime plus sa tronche. Tu rentres à la maison. T'es marié, tu rentres à la maison. Donc t'es juif, rentre à la maison. Oui, mais j'ai pas grandi dans ce milieu, je mange du cochon, du homard. T'es juif. La preuve, regarde l'autre, il te traite de sale juif. Pourquoi il te traite de sale juif alors que t'as rien de juif? Parce qu'il te dit, rentre à la maison. D'ailleurs, il le dit, rentre chez toi, retourne dans ton pays. Mais c'est pas va vivre ailleurs. Ça veut dire retourne à la Torah. Ouais, parce que l'antisémite, il t'a déjà prouvé que t'es sémite. Alors que toi, tu étais sûr que tu étais un habitant du monde. Tu pensais être une particule élémentaire. Tu es un sale juif. Toi, tu dis, mais une traite de sale juif. Ah bah, au Hachem, ça prouve que ça se voit. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui ça se voit le moins, qui sont le plus traités. Le mec, il a tout fait. Hein. Il est habillé pathos, pas de kippa, pas de bain, pas de pailleuse, rien. Il mange du homard, plus que shérif, d'accord? Il a épousé Christine, il est bien le gars, il est investi, mais ouais, il a fait la première communion, 100%. Et le voisin, vous les... Tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Enfin, Benoît, il n'y a pas de Benoît. Cette logique-là, c'est que la parole, elle réveille, elle déclenche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois parler. Mais de la même manière, quand tu as fauté, tu dois parler. Parce que la mitzvah, c'est pas de faire tes chouvas. La mitzvah, c'est d'exprimer la faute. Quand on fait le vidouille,
Hachamti, Bagatir. Ouais, en hébreu, on dit. Eh ben, toi, en français, c'est pareil, tu dois dire Hachem, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Et ça, c'est aussi un phénomène psychiatrique bizarre. Pourquoi, quand quelqu'un fait une bêtise, on lui demande de reconnaître? Moi, je donne toujours cet exemple. L'enfant, il a volé, d'accord? Bon, il a volé. Il a 9 ans, il a pris un billet de 5 euros ou il a pris de la confiture. D'accord? Maintenant, ils disent pas moi. Ça, tu viens, il y a le pot de confiture, il est par terre vide. D'accord? Il était rangé en haut du placard. Maintenant, il est là, posé, il est vide. L'enfant, il était seul, et en plus, il en a plein sur la figure et ici. Il dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi tu m'accuses? Pourquoi tu m'aimes pas? J'écoute. Écoute, Marlouf. C'est toi qui as pris la confiture. Reconnais. Pourquoi tu as besoin que l'enfant y reconnaisse? De toute façon, lui, il sait que c'est lui. D'accord? Toi, tu sais que c'est lui. Maintenant, lui, il sait que toi, tu sais que c'est lui. Toi, tu sais que lui, il sait que tu sais que c'est lui. Alors, pourquoi tu as besoin qu'il le dise? Eh ben, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il reconnaisse. Il faut que ça sorte de sa bouche. Ok. Bon, celui-là, il a 6 ans. À la limite, tu dis, bon, je m'entête. Mais celui-là, il a 35 ans. T'as payé 2000 € le détective. T'as les photos, t'as les vidéos. T'as même l'ADN de sperme qu'ils ont relevé sur les draps de l'hôtel. Donc c'est quoi? Pourquoi tu veux qu'ils reconnaissent qu'ils te trompent? Tu veux le punir? Alors que les gens ils disent, en fait, je veux qu'il prenne conscience. Pourquoi tu crois qu'il l'a fait dans le coma, l'adultère? C'est bizarre, non? Alors je vous donne le secret. Parce qu'il est tard et que je ne veux pas vous laisser mijoter une demi-heure. Parce que j'ai peur que ça vous gêne. Et le tagène, c'est connu, quand le tagène apparaît, le plaisir disparaît. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, ce qui a été détruit par l'adultère, ou par le mensonge, ou par l'escroquerie, ou par la lourdeur, ce qui a été détruit, c'est la confiance. D'accord? Donc moi, j'ai découvert qu'en fin de compte, mon enfant n'est pas mon enfant. C'est pas l'enfant que je croyais. J'ai découvert que mon mari n'est pas mon mari. J'ai découvert que ma femme n'est pas ma femme. Donc j'ai un vrai problème. Alors toi, tu dis, bon, écoute, c'est pas grave, ne tiens pas compte, pense à autre chose, faut pas écouter les gens qui parlent sur moi, on tourne la page, on évolue, bon, allez, quoi, de toute façon, j'ai pas dit que je l'ai pas fait, j'ai pas dit que je l'ai fait, je l'ai... Comme une fois, quelqu'un qui avait fait des très très grosses bêtises avec des enfants, vous voyez le genre de bêtises qu'on peut faire avec des enfants, en tant que responsable, il m'a dit, écoute, il dit rien, je veux que tu parles avec ta femme parce que j'ai des très gros problèmes de couple. Je dis pourquoi? Maintenant, moi je savais qu'il y avait ça. Lui, il ne savait pas que je savais. Il m'a dit, parce que des gens, ils ont dit à ma femme que j'ai fait des grosses bêtises avec des enfants. Alors je lui ai dit, mais c'est vrai? Il me dit, non, mais c'est pas le problème. Vous me suivez ou non? C'est comme si un mec qui fait trop de bruit et moi je lui mets un coup de couteau dans le cœur et après je continue ma conversation. Alors l'autre il me dit, mais toi tu l'as poignardé là? Mais non, écoute, finis ton idée parce que là j'ai... Mais tu peux pas ouvrir une khara et dire pourquoi ça sent mauvais. Mais c'est une khara. D'accord? Donc tu peux pas créer un traumatisme et faire comme s'il n'y a rien. Parce que ça engage des êtres vivants. C'est des gens vivants. Il y a du bruit, il y a Dieu sur terre, il y a une justice, il y a des parents. On ne peut pas faire comme s'il n'y a rien. Ah, mais tu sais, aujourd'hui, ça me crée des problèmes de couple. Alors que c'est une vieille histoire. Mais comment une vieille histoire? Pourquoi il est mort, le gars? Non, il est vivant. Vous me suivez ce que je veux dire ou non? Voilà. C'est-à-dire que des fois, la personne, elle ne veut pas laisser la parole. Mais la parole, tu ne peux pas l'arrêter. Même les cadavres, ils réapparaissent. C'est choquant, ça. Les cadavres. Je ne sais plus où c'était en Europe de l'Est, là-bas. Il y avait eu un massacre par les Allemands en 1940. Ils ont tué des milliers de personnes. Et ils ont voulu... les gens du coin qui avaient participé aussi, et qui avaient accepté, qui avaient spolié tous les biens des gens décédés, massacrés, ils ont commencé à dire non, on n'a rien fait de mal. Il y a eu une tempête, et il y a eu un effondrement de terrain, et les cadavres, ils sont rentrés dans la ville. Vous me suivez ou non? C'est que là-bas, les Allemands, ils avaient tué, massacré, ils avaient enterré, et les cas, ils sont rentrés dans le déni. Quand vous êtes dans le déni, les cadavres, ils reviennent.
Ils viennent vous dire non, c'est vous qui l'avez fait, regardez la preuve, ils reviennent. C'est grave, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que les morts, ils avaient plus de volonté que les vivants. Puisque les morts, ils ont affirmé ce qui s'est passé, et que les vivants, ils étaient dans le déni de ce qui s'est passé. Donc tu demandes lequel qui est mort. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Que la personne, elle a une parole. La parole, elle est libératrice. Pourquoi? Parce que moi, je suis marié avec toi. Moi tu es mon fils à moi. Ouais, moi, tu es mon ami à moi. Maintenant, il y a eu une crasse, il y a eu une embrouille. Maintenant, c'est toi qui l'as fait. Maintenant, j'ai deux problèmes. J'ai une escroquerie et j'ai perdu un ami. Maintenant, toi, tu me dis, mais non, ça n'a rien à voir, tu sais, il y a des circonstances. Ok, je vais t'entendre, mais d'abord, je veux que tu reconnaisses. Pourquoi? Parce que quand tu vas reconnaître, qu'est-ce que je vais faire, moi? Parce que toi, tu es là, tu es mon ami, d'accord? Et là, j'ai le problème, j'ai le mensonge. Donc, moi, je ne parle pas avec mon ami, parce que tu n'es pas là. Donc, si tu arrêtes de mentir, donc on dit, ça, c'est une circonstance, ça, c'est un accident, et toi, tu es là. Donc, c'est comme si tu dis, mais moi, je veux retrouver mon mari. Où il est, mon mari? Parce que si moi, je dois traduire tout ce qui s'est passé en fonction de ce nouvel événement, ça veut dire que tout ce qu'il y avait avant, c'était faux. Par contre, si toi, tu fais tchouva, toi, tu regrettes, tu pleures, tu cries, tu t'énerves, tu te flagelles, tu te pends, tu te coupes une main. Donc moi, je dis, bon, je vois que tu veux t'en sortir. Donc tu veux me montrer que tu n'es pas ce gars-là. Toi, tu es un gars bien qui a eu un accident. Parce que si toi, tu ne fais pas ce travail-là, moi, je vais penser, d'accord? Je vais penser qu'en fait, tu es ce gars-là. Ça, c'est un vrai problème dans la vie. Quand il y a un accident, est-ce que cet accident-là, il est juste révélateur qu'il y a une perte de conscience temporaire, ou alors il est révélateur d'une nature profonde qui cachait bien son jeu? La seule manière de faire, c'est d'exprimer. Et exprimer, c'est extérioriser. Extérioriser, c'est désolidariser. D'accord? Donc quand je te parle d'un pourri, ouais, que j'ai été à un moment parce que j'ai perdu le contrôle. Mais si je ne veux pas en parler, et si je m'entête, et je dis, je m'en fiche, et de toute façon, je suis comme je suis, et t'as qu'à m'accepter. Ma mère, elle m'a accepté. Oui, mais ton père s'est pendu. Non! Ouais. Donc en fait, tu t'entêtes, comme il a fait Caïn, il s'est enfermé dans son entêtement, et l'entêtement, c'est juste le mensonge que tu as en tête, l'entêtement. Et il s'en est pas sorti. Parce que le mensonge entraîne le mensonge. Le meurtre entraîne le meurtre. D'accord? Le vol entraîne le vol. Parce que tu es rentré dans une dynamique. Donc la seule manière d'arrêter la mauvaise dynamique, c'est de créer une bonne dynamique. Comme la seule manière d'enlever des mauvaises habitudes, c'est de créer des bonnes habitudes. Parce que les gens disent, écoutez, on a pris la mauvaise habitude. Mais justement, tu as pris la mauvaise habitude. Donc l'habitude, elle s'est installée. Oui. Donc tu vas prendre la bonne habitude. Tu vas prendre l'habitude de mettre la ceinture. Oh, ça se fait pas. Vous vous rappelez, à l'époque, quand ils ont obligé la ceinture, les gens, ils ne voulaient pas mettre la ceinture. Vous vous rappelez ou non? Ils disaient, je ne peux pas la ceinture, c'est des trucs. Comme les gens qui ne mettent pas les lunettes. Ils disent, les lunettes, ça fait bigot, ça fait truc, t'as l'air de quoi? Les mecs, ils ne voyaient rien, mais ils ne mettaient pas de lunettes. Mais pourquoi? On a créé les lunettes, c'est pour mettre les lunettes. Ou alors les mecs, toi tu mets la ceinture, il ne met pas la ceinture. Et quand il y a un risque d'accident, il met la main pour te retenir. Je dis, mais c'est toi qui vas mourir, pourquoi tu me mets la main à moi? Moi j'ai la ceinture. Vous avez compris cette logique? Ça veut dire que la personne, au fond, elle n'accepte pas la main qui est tendue. Elle n'accepte pas la perche qu'on te propose. Elle n'accepte pas la solution de sortie. Elle n'accepte pas la capacité de s'en sortir. Elle s'enferme, elle s'entête. Pourquoi? Alors qu'on lui a donné la porte, on l'a été. Combien de fois le mec il m'a dit, mais Rabbi Chetrit, ça sert à rien. J'ai dit, mais elle t'a mis dehors? Non. Elle t'a pas mis dehors? Alors elle veut parler, va parler avec elle. Oui, mais elle m'insulte. Bien sûr qu'elle t'insulte, tu as fait une chose très grave. Alors prends les insultes, laisse-la finir de crier, et quand elle aura cassé la voix, tu lui mettras une chanson de Bruel, elle va comprendre, et après tu vas parler avec elle. Parce qu'au fond, si vraiment elle veut plus, elle te dit, tu sais quoi, prends tes clics et tes claques et va-t'en. C'est fini. Mais si elle te dit pas va-t'en, ça veut dire qu'elle veut que tu payes. Mais si elle veut que tu payes, c'est que quand tu auras fini de payer, et la chose, elle va être sauvée. On peut sauver la machine. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y a rien. C'est les gens qui disent, il faut tourner la page. Peut-être qu'il faut déchirer la page. Donc tu vois la parole, maintenant, elle devient un outil de thérapie. Ça va? La parole, elle est un outil de construction. La parole, elle est
un outil de communion. Parce qu'on dit communication, communiquer commun comme un. D'accord? Pour ça, on dit dibour et chibour. La parole, c'est un chibour. Chibour, c'est un lien. Chibour, c'est chaber. Chaber, c'est un ami. C'est qu'en parlant, on devient ami. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça, on l'a lu dans Pirkei Avot, cette semaine, quand c'est marqué, par exemple, à Sarah, chez Yoshvim, Veoskim Batora, Shechina Benehem. J'ai été interpellé par ça pendant Shabbat, j'ai dit, c'est bizarre ce langage, ouais. Pourquoi on dit Shechina Benehem? La présence divine est entre eux. Pourquoi on ne dit pas Shechina Alehem? La présence divine est sur eux. C'est une question, non? Oui. C'est pareil. On dit Zahou, si un homme et une femme, ils ont du mérite, Zahou, c'est marqué Shechina Benehem. Ils ont la présence divine, c'est-à-dire ils ont le shalom, ils ont le bien-être, ils ont la complicité, ils ont la solidarité. Mais c'est marqué Benehem, c'est pas marqué Alehem. Vous suivez ou? D'accord. Alors en réalité, la logique, c'est quoi? C'est que la Shechina entre eux, c'est le pont commun qui les relie. Et qu'est-ce qui les relie? C'est le pont des bonnes volontés. Et comme la volonté, elle vient de la Neshama, donc la communion des bonnes volontés, en fait, c'est la communion des Neshamot. Et comme la Neshama est divine, donc la communion de deux volontés, c'est la communion de deux unités divines qui s'appellent la présence divine. Mais quand il n'y a pas la bonne volonté, la Shechina, elle change de nom. Elle s'appelle Mshifhala. Tout le monde parle le mandarin, c'est magnifique. Donc, la Shechina, elle est partie. Après, les gens, ils ne comprennent pas, on s'engueule, on s'insulte, on se dit des gros mots, on se pousse, on claque des portes, on casse des murs. Toi, tu crois que c'est à cause du caractère, à cause des nerfs. Non, non, non. C'est parce que la Shechina, elle est partie. C'est comme un cadavre. Dès qu'il meurt, au bout de 5-6 heures, il commence à sentir mauvais. Après, au bout de 3 jours, il commence à pourrir. Tu dis, mais il est mort, pourquoi il sent comme ça? Ça va, c'est bon, ça va. Même de son vivant, qui ne se lavait pas tellement, il ne sortait pas comme ça. Mais là, il est mort. La Shechina, la Neshama l'a quitté. Donc, la dégénérescence, en fait, c'est l'absence de la présence divine. Donc, la dégénérescence du couple, c'est l'absence de la présence divine. C'est pour ça qu'il y a des conditions. Maintenant, bizarrement, dans ces conditions, il y a les caractères de chacun et il y a aussi les attentes de chacun. C'est que quand quelqu'un attend quelque chose et que toi tu dis « j'ai pas envie de lui faire plaisir, j'ai pas envie de lui faire plaisir ». Ouais, mais t'as pas compris. Quand tu fais plaisir, toi tu fais preuve de bonne volonté et l'autre il fait il est rassuré dans sa bonne volonté. Vous suivez ou non? Toi tu dis « mon amour, je suis un peu à découvert ». Tu dis « tiens, 1000 euros ». Tu dis « réveille-toi chérie ». D'accord? Non, il te fait plaisir. D'accord? Toi, c'est pareil. Tu dis, moi, j'adore ce plat-là. Mais c'est le plat de sa mère. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Mais fais-lui la recette de sa mère. Il aime ce plat. Non, il mangera comme chez nous. Bon, ça fait 25 ans qu'il mange avec l'envie de vomir. C'est pour ça qu'il ne fait pas le Birkat Amazon, parce qu'il sait que c'est un plat polonais. Ça s'appelle du goulash. C'est des goulash. Mais c'est des goulash. C'est pas grave. Déjà, la couleur et la forme, tu dis, tout ça peut sortir un truc pareil. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Il y en a un seul qui suit, c'est quoi? D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand toi, tu veux faire plaisir à l'autre, et l'autre veut te faire plaisir, ouais? Mais c'est quoi faire plaisir? C'est donner à l'autre une écoute à sa volonté. Mais l'autre, elle a envie de parler. Écoute-la. Ah, ça me saoule, et je sais pas que ça à faire, et puis j'écoute les infos. Mais les infos, c'est que des mensonges, c'est que des bêtises. Elle, c'est la femme de ta vie, elle t'attend plus ce matin, tu l'écoutes pas. Donc tu fais plaisir, tu écoutes. Une bonne oreille. D'accord? Et bien quand toi, tu as une volonté d'écouter, et elle a une volonté de parler, en fait, le sujet, on s'en fout complètement de quoi vous parlez. Ce qui est important, c'est qu'il y a une communion des volontés. D'accord? Maintenant, elle veut cette robe. Et bien toi, achète-lui. D'accord? Et lui, il veut ce plat. Et bien fais-lui. Ouais, d'accord. Et lui, il a une volonté d'évoluer dans la religion. Eh bien, suis-le. Tu dis non, j'ai pas grandi comme ça. À quoi ça sert? Moi, j'ai vu comme ça des gens. Ils sont tellement engueulés à cause de la religion, ils ont divorcé.
Et le plus marrant, c'est celui qui était dans l'exigence, il a complètement lâché. Et l'autre qui était dans la rébellion, elle est devenue la charidienne des charidiens des charidiens. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle était convaincue, ouais, mais dans son Yetzirara. Alors que lui, il voulait faire la religion à cause du regard de l'autre, par exemple. Donc il n'y a pas de conviction. Donc quand lui, la pression s'est arrêtée, eh ben, il a lâché la religion. Et l'autre, quand on a arrêté de la saouler, elle est venue naturellement à la religion. Donc ça fait l'effet inverse. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand on fait parité la vive, l'avion en général, il a deux ailes, ouais, et que les deux ailes, elles décollent ensemble et elles atterrissent ensemble. C'est un grand traumatisme quand vous arrivez à Tel Aviv de voir qu'il manque une aile. Bon, tu me dirais que c'est moins angoissant que de le voir en plein vol. Ouais. Ben, c'est pareil. Donc on décolle ensemble. Donc lui, il te dit, moi j'aimerais bien que tu te couvres la tête, au moins Shabbat. Tu dis, pourquoi pas mon amour, ça te fait plaisir. Et toi j'aimerais bien que tu arrêtes de dire des gros mots à table. Ok, mais c'est normal. On ne va pas assaisonner les plats avec des produits acides. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? On se fait plaisir. Eh bien, faisons-nous plaisir. Donc les deux ailes, elles sont là. Et elles montent. Et on avance ensemble. Et on grandit ensemble. Et bien cette communion, d'accord, elle est passée par la parole. C'est pour ça que, particulièrement dans le couple, il ne faut jamais couper la parole. Il ne faut jamais couper le contact. Il ne faut jamais couper l'échange. D'accord? Donc on parle tous les jours. S'il y a un stress, il y a un malaise, il y a une angoisse et qu'on ne peut pas parler, ouais, on dit à l'autre, je ne peux pas parler, mais on va parler. On dit demain à 14h ou dans 10 ans. Ouais. Mais si on coupe la parole, il y a des gens comme ça. Ça s'appelle starbo. Mais des gars qui, tac, tu leur parles. Tiens, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? Ma mère, elle vient Shabbat. Ça va pas, j'ai dit un gros mot? Mais comme ça, le mec, il peut rester 8 jours. Il est devenu bouddhiste. C'est-à-dire, il va bouder pendant des heures et des heures. Tu écoutes, Maurice. On va mourir. Toi et moi, on va mourir. Alors, dans les quelques années ou les quelques jours ou les quelques heures qui nous restent, tu vas faire la gueule. C'est ça que tu veux que je garde dans ma tête, sur ta tombe. Je dirais, ah, grâce à Dieu, il faisait une gueule. Alors vite, quand il te montre l'umshun comme ça, il te montre l'angoisse. Tout de suite, tu dis, mais je suis fou. C'est la mère de mes enfants, c'est la femme de ma vie, c'est mon bonheur, c'est ma joie, c'est ma douceur, c'est elle qui gaspille tout mon argent. Donc, je ne peux pas me retenir. Il faut que je dise la vérité. C'est normal. Oh, je suis quand même référencé sur radin.com. D'accord? Donc, ça veut dire que la personne, elle se remonte. Comment elle a fait avec la parole? T'as un coup de nerf, tu vas parler, tu vas dans le couloir. Mais je suis fou, mais comment je... Mais c'est mon fils, mais c'est ma femme. Tu reviens avec la parole. Ouais, c'est pareil. Mais si toi, tu parles pas. Mais t'as pas compris. Quand tu parles pas à l'autre, tu parles pas à toi-même non plus. Et tu t'enfermes, après tu dis, on trouve pas de solution. Et après que l'hôtel est parti, ou que l'enfant il a craqué, ou qu'il a fugué, ou après tu dis, oh, je crois qu'il faut... Alors, qu'est-ce qu'il est le psychologue? Il faut vous lui parler, il faut entamer un dialogue, il faut trouver les mots, il faut essayer de vous mettre à sa place. Mais il y a Brel, tu as besoin d'un psychologue pour te dire que quand tu as faim, il faut manger. Que quand l'enfant il pleure, il faut le prendre dans les bras. Que quand il a la couche qui est sale, il faut le changer. Tu n'as pas de cerveau. Comme si le bon sens, c'est devenu une science. Mais c'est du bon sens. Mais bon sens. Oui. Donc la logique, elle est là. Que si on a donné à l'homme la parole, ça veut dire que la parole, elle est représentative du niveau élevé de l'humain. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit à la hauteur de notre parole. Ouais. Il faut que la parole, elle nous représente. Il faut que la parole, elle nous serve. Et il faut que nous-mêmes, on respecte la parole. C'est pour ça qu'on dit en français le respect de la parole. C'est pour ça que quand c'est marqué dans les lois là-bas du Neder, c'est marqué aussi lo yachel devaro. Lo yachel devaro, ça veut dire qu'il ne devra pas profaner sa parole. Tu dis, mais profaner, c'est une notion qui est liée au saint. Ce qui est saint, S-A-I-N-T, on ne peut pas le profaner. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on te dit qu'il ne faut pas profaner ta parole, ça veut dire que ta parole, elle est sainte.
C'est pour ça que dans les très très hauts milieux d'affaires, on n'est pas dans les contrats, dans les avocats. Parce qu'on peut monter une embrouille, on peut faire une carambouille, on peut amener des avocats, des hommes de paille, on peut acheter des banquiers, on peut embrouiller des mecs du Congrès, on peut tout faire. Donc il reste une seule chose, la parole. Donc il y a des milieux d'affaires où si le gars il n'a plus la parole, s'il n'a pas tenu sa parole, c'est fini, il est brûlé. Après il revient et dit bon j'ai fait tout, il n'y a pas monsieur, c'est fini. Ici on traite, d'accord? Moi je te dis 100 millions d'euros de diamants. Tu me dis ok, mazal ou bracha. À la bourse de diamants, même les goïms ils tapent comme ça, mazal ou bracha. Ouais, mazal ou bracha. Ok, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, tu m'as planté, tu m'as envoyé une marchandise pourrie, c'est fini. Tu m'as planté, ok. Maintenant, dans tout le milieu du diamant, dans le monde entier, c'est fini, tu n'existes plus. Après, tu dis, non, j'ai réfléchi, c'est une erreur de jeunesse. C'est pas grave, monsieur. C'est une parole, c'est une parole. Tu n'as pas de parole, tu n'as pas de parole. Maintenant, quand ta parole, elle a de valeur, c'est parce que tu es une personne de valeur, parce que tu es représenté par ta parole. Mais si ta parole, elle ne tient pas la route, si ta parole, elle est remise en cause, si ta parole, elle est fausse, si ta parole, elle est instable, c'est que tu n'as pas de parole. Mais ce n'est pas tellement grave que tu n'as pas de parole. Mais comme ta parole est représentative de ce que tu es, donc c'est toi qui n'existe pas. La preuve, c'est que le mot émet existe. Émet, ça veut dire la vérité. Et le mot sheker existe. Ouais. C'est quoi sheker? Le mensonge. Et en hébreu, le mot chakran, ouais, c'est menteur. Maintenant, puisqu'il existe le mot chakran pour le mot sheker, ouais, comment ça se fait qu'il n'existe pas le mot amtan pour le mot émet? Bizarre, non? Tu dis pas le vrai, comme tu dis le faux, le menteur, ouais, la menteuse, tu dis le mensonge, le menteur. Tu dis pas la vérité, le vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Hachem qui est 100% émet. Ben oui, parce que même quand un homme il dit une vérité, cette vérité, elle est liée, elle est limitée par le fait que la personne est vivante. Donc un jour, elle va disparaître, cette vérité. Donc la vraie vérité, elle n'existe que chez Dieu. La vérité absolue. D'accord? Nous, on est dans la vérité relative. Je te dis que je te paye 100 euros, je te paye 100 euros. Je te dis. Ouais. Si je viens. C'est relatif. Mais après, le mec, il a dit qu'il devait venir, il est mort. Il a eu un accident cardiaque, il est mort. Alors tu dis, ah, bah tu vois, ça fait quand même de la peine, parce que le mec, il n'a pas de parole. Non, mais il est mort. Il est mort. Bah oui, mais il est mort. Mais alors, oui, mais ok, il est mort. Ok, c'est pas de sa faute, mais n'empêche qu'il a dit qu'il allait venir. Tu vois, les gens, ils parlent, et puis après, au moment de faire, et tu es débile ou quoi? Ouais. Donc ça veut dire que dans la vérité relative, bah, le gars, il a dit qu'il allait venir, mais dans la vérité absolue, est-ce qu'il sait qui va venir, lui? Vous avez compris l'idée ou non? Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que le vrai émet, il est en 100% divin. Mais l'homme, il a la vérité qui est adaptée à lui. Par contre, le mot sheker, lui, il existe. Chakran. Ça veut dire que quelqu'un, il peut devenir entièrement faux. Mais quelqu'un, il ne peut pas devenir entièrement vrai. Ça va? Et comme la parole, c'est l'expression de ce que je suis, donc quelqu'un, il doit tendre vers l'absolu d'être ce qu'il est. D'accord? Mais c'est tellement plus facile de ne pas être soi-même que c'est plus facile d'être menteur que d'être vrai. C'est pour ça qu'il y a une gros effort à faire au niveau de la vérité et au niveau du mensonge, qui est lui-même une particularité essentielle de la parole. Ça va? Hazak Obaour. Kol HaKavod. Il y a cours mardi prochain. Il y a cours demain soir à Villeurbanne.